Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde est bien installé? Plus ou moins. Voilà, on va bientôt commencer. Nous attendons encore Adriana Costa Santos de la plateforme de soutien aux réfugiés qui va bientôt arriver, qui est sur la route. Mais donc voilà, on va commencer sans elle et puis elle nous rejoindra en cours de route. Tout d'abord, bienvenue à tous. On avait envie d'introduire pour vous expliquer pourquoi on était là. Donc, depuis 2 ans, les membres de nos mouvements, Altéo et Néo, font campagne sur la lutte contre les discriminations. Ce sujet, ils le connaissent bien. Le handicap, la maladie, l'âge sont encore aujourd'hui source d'inégalités et d'obstacles pour choisir sa propre voie. Nos membres n'ont toutefois pas voulu accuser, culpabiliser, ils n'ont pas voulu chercher la faute à qui. Ils ont plutôt ouvert grand les yeux vers d'autres qui vivent eux aussi des discriminations liées à une particularité, une différence, qui touchent leur sexualité, leur origine culturelle, leur statut social et plein d'autres particularités. Ils se sont demandé comment nous, la société, pouvions mettre fin à ces attitudes trop nombreuses de mépris, d'exclusion, de repli. Forts de leur expérience, ils ont émis une hypothèse, celle de la rencontre, mais la vraie rencontre. La rencontre qui nous sort de notre zone de confort, qui bouscule, qui fait sortir du cadre habituel, celle qui questionne nos vérités et nos principes, celle qui ramène à ce qui nous est commun à tous, notre humanité. Après 15 rencontres, à travers la Wallonie et Bruxelles, la réponse fut simple et unanime. Rencontrer la diversité, la découvrir, l'accueillir, lui dire oui, tout simplement, qui est le slogan de notre campagne, diminue bel et bien les comportements discriminants, voire les supprime totalement. On verra ce que nos témoins en disent. En effet, les centaines de participants à nos apéros chapeaux, qui sont les différents événements que nous avons vécus durant l'année 2018, ont eux-mêmes témoigné. La rencontre atténue les préjugés, les peurs, décloisonne des cases dans lesquelles nous sommes parfois enfermés, permet de découvrir ce qui nous unit et nous réunit. Pourtant, aller vers des gens différents de soi n'est pas spontané. La société actuelle cloisonne souvent, oppose les minorités entre elles et fait le jeu, malheureusement, de la concurrence. Dans son rapport annuel de 2017, Ounia disait ceci : « Le discours relatif à la diversité, en particulier aux personnes d'origines étrangères, se durcit. Il devient difficile aujourd'hui d'aborder des thèmes tels que l'inclusion, l'égalité, la neutralité, sans recevoir des réactions issues de registres identitaires. Mais quand la rencontre, la vraie, s'accomplit, elle transforme durablement et positivement notre vision de la différence et donc de l'humanité. Pour cela, il faut la susciter, la motiver et l'accompagner. » Alors nos mouvements, Altéo et Néo, ont voulu aller un pas plus loin et rencontrer des acteurs qui font le choix conscient et délibéré de cette rencontre, qui disent oui à la diversité et peuvent aujourd'hui témoigner des effets positifs et des effets durables, mais aussi du chemin qu'il reste à parcourir pour faire évoluer notre société. Nous les avons choisis parce qu'ils nous inspirent et qu'on aimerait qu'aujourd'hui, ils vous inspirent à votre tour. Eux qui, chaque jour, créent la rencontre, l'accompagnent, la travaillent et visent une société plus égalitaire et plus humaine. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre Christine Mailly, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui travaille à ce que chacun ait une vie digne et une place décente dans notre société. En rassemblant 25 associations et grâce à une démarche participative, le réseau travaille à moins de discrimination. La rencontre est un de leurs modes d'action privilégiés. Nous accueillerons également Adriana qui va nous rejoindre, et de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui chaque jour depuis 3 ans pousse monsieur et madame tout le monde à ouvrir leurs portes à des réfugiés de la guerre, du chaos, qui minent leur pays. David Lallemand, en tant que porte-parole du délégué général aux droits de l'enfant, garant du respect des droits des enfants dans notre pays, apportera son éclairage sur notre société, sur l'état de la diversité dans notre pays, les bonnes pratiques et le chemin à parcourir pour promouvoir celle-ci. Nous vous remercions déjà vivement de nous avoir accordé de votre temps. Nous remercions également le Hangar de nous accueillir ici aujourd'hui, ainsi que la Mutualité chrétienne, pour son solide soutien. Enfin, nous vous invitons à ce moment-ci à être aussi des acteurs de cette rencontre en entamant la discussion avec nos invités. Après l'intervention de Christine et d'Adriana
et l'échange avec David. Nous vous inviterons à partager avec eux vos impressions, vos remarques, vos questions. C'est Claire qui est là-bas, qui va lever son bras, et moi qui vous passerons le micro. Donc n'hésitez pas à prendre parole. On a envie que la rencontre se joue également aujourd'hui entre nous, tous ici réunis. La soirée sera enregistrée sous forme vidéo et diffusée sur notre page Facebook. La diversité, c'est tout simplement oui. Nous diffuserons également un podcast. Et pour ceux qui nous ont donné leur adresse email, on vous propose de vous l'envoyer dans les jours qui viennent pour que vous puissiez éventuellement soit le réécouter, soit le partager à des personnes qui n'auront pas pu être présentes. Merci en tout cas de votre présence. Belle soirée à toutes et à tous et surtout belle rencontre. C'est à toi, Christine. Voilà. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité dans ce cadre-ci. Et en entendant l'introduction, avant de vous parler en fait d'une rencontre qu'on a, enfin de peut-être plusieurs, on verra bien suivant le temps qu'on a, rencontres organisées à partir du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. J'avais envie de vous partager trois courtes anecdotes, j'allais dire. Ça n'a pas été des anecdotes dans ma vie, ça l'est devenu maintenant, liées à ces discriminations et à cette incompréhension entre des mondes différents. La première que j'ai envie de vous raconter, c'est que j'avais une maman qui est décédée maintenant, mais qui avait une terreur des personnes noires de peau, parce qu'elle avait connu dans son petit village ardennais, en fait, les Américains qui étaient venus dans le village, et parmi ces Américains, il y avait une majorité de personnes noires de peau qu'elle avait découvertes comme... c'était pas des occupants, ils venaient libérer, mais elle les avait vécus comme des occupants dans sa maison, et elle en avait eu peur. Et toute sa vie, ma maman avait peur des gens noirs de peau et elle ne voulait pas. Et elle s'était développé un racisme jusqu'au jour où, quand elle était emmenée aux urgences dans un hôpital et qu'elle était entre la vie et la mort, quand elle a repris conscience qu'elle était dans son lit, elle s'est rendue compte que c'était un médecin d'origine africaine qui l'avait sauvée aux urgences, etc. Et alors, je ne peux pas dire qu'elle l'a pu verbaliser radicalement, mais elle a été bousculée. Elle a été, voilà. Et ça me ramène à... Tout au début que je travaillais, j'avais invité une fois un philosophe à la Maison de la Culture de Marche, il y a longtemps ça, qui était venu intervenir sur la question du racisme et qui avait dit, je pense que quand les gens sont racistes, ils le sont, mais il faut qu'il arrive quelque chose, un fait émotionnel fort dans le cadre d'une rencontre pour que ça puisse se modifier. Et... Je l'ai vu avec ma mère, voilà. Je voulais vous partager ça. La deuxième chose que je voulais vous partager, elle est plus personnelle encore, c'est que j'ai travaillé longtemps à la Maison de la Culture de Marche, et j'ai toujours été quelqu'un qui, en parallèle, travaillait avec les quartiers, le milieu populaire, etc. Et puis j'ai peut-être toujours eu un peu, je ne sais pas pourquoi, peu importe, je ne l'ai pas cherché, mais une allure un peu atypique qui ne collait pas avec le titre de directrice d'une maison de la culture. Et lorsqu'un jour, je suis entrée en conflit, malheureusement, avec certains décideurs à Marchand-Famenne, qui fait que j'ai quitté la Maison de la Culture, dans un courrier qui avait été rédigé par un conseiller communal de Marchand-Famenne, qui était élu en conseil communal, etc., il y avait une phrase en toutes lettres au milieu du courrier qui était « Mais faut-il vraiment que Madame Maïs s'habille comme les gens du quart-monde pour travailler avec eux ?» Voilà, je vous partage ça parce que ça dit des choses de l'impossibilité de la rencontre, de l'ouverture, des images qui collent à la peau, des représentations qu'on peut avoir. Voilà, c'est en entendant l'introduction que j'avais envie de vous dire des choses un peu personnelles, hein, mais qui datent un peu. Donc on a du recul et on sait partager hein, une fois qu'on a un certain recul par rapport à ça. Voilà, mais l'endroit où je suis maintenant, c'est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et quel est cet endroit, pour vous expliquer ce que j'ai envie de vous partager sur la rencontre? C'est un endroit où on cherche en fait à éliminer la pauvreté de notre société. Non pas à la gérer, non pas à l'organiser, non pas à ce qu'elle fasse moins mal, mais à se dire, il n'est pas normal qu'une société provoque
des conditions d'existence qui maintiennent des gens dans la pauvreté ou qui provoquent que des gens soient dans la pauvreté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'éliminer et l'éradiquer, cette pauvreté? Vous allez me dire, c'est ambitieux, c'est impossible à atteindre et tout ça. On a le feu sacré, on y croit. Peut-être que je serai morte quand ça arrivera, mais peu importe. J'espère qu'on aura semé suffisamment à plusieurs pour que ça continue et qu'on y arrive un jour. Et donc, ça c'est l'endroit où je me trouve pour le moment. Mais comment le fait-on? On le fait en travaillant avec les personnes concernées par la pauvreté, qui viennent se réunir, qu'on rencontre sur le terrain, qui déposent sur la table leurs témoignages de leur pauvreté financière, de la déconsidération qu'elles ressentent de la part de la société vis-à-vis d'elles-mêmes, de la pauvreté parfois relationnelle, du fait d'être très touchées par le fait que l'école n'a pas réussi avec eux, que la culture n'ouvre pas assez ses portes, etc., par rapport aux gens, et que donc finalement, malheureusement, dans notre société, il y a des gens qui vivent dans le trop peu de tout, d'argent, mais le trop peu de tas d'autres choses. Et donc, ils peuvent être dans l'isolement, dans la solitude et tout ça. Donc, c'est avec eux qu'on le fait, pas par charité, pas par condescendance, pas parce qu'on trouve que c'est bien de leur donner la parole, parce que comme ça ils vont se sentir mieux. Tant mieux s'il y a tous ces effets-là dans ce qu'on fait. Tant mieux, évidemment. Mais on le fait parce qu'ils ont quelque chose à dire d'important de la dramatique expérience de la vie qu'ils connaissent. Et donc, le regard qu'ils posent sur la vie à partir de la dramatique expérience de la vie qu'ils connaissent nous donne des explications, des indications, des fils rouges, des propositions pour essayer de changer les choses pour que ça ne soit plus comme ça. Et donc, se passer de cette expertise pour de mauvaises raisons. Ils sont devenus experts de quelque chose pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'ils sont pauvres. C'est se passer d'un outil collectif, de connaissances collectives qui sont nécessaires si on veut essayer de changer les choses. Alors, elles ne sont peut-être pas suffisantes en elles-mêmes. On a aussi besoin de ceux qui cherchent. On a besoin des gens dans les universités, on a aussi besoin de gens qui militent, on a aussi besoin de gens qui vont poser des questions, on a aussi besoin de gens dans les médias, on a besoin de gens dans toutes les sphères de la société pour essayer de faire changer les choses. Mais on a aussi besoin de ceux qui sont concernés. Donc ça, c'est un élément sous l'angle duquel, avant de vous expliquer un moment de vie particulier qu'on a provoqué il y a quelques mois, c'est déjà vous dire que nous, on croit que éradiquer la pauvreté ne se fera qu'en construisant la rencontre entre tous ceux qui sont convaincus que c'est possible, qui ont envie de mettre l'énergie pour que ce soit possible, qui sont prêts à parler pour que ce soit possible, qui sont d'accord de se donner des objectifs communs pour que ce soit possible, venant de mondes différents de notre société. Alors quand je dis de mondes différents, pour moi c'est le même monde, mais de mondes différents, c'est les gens qui connaissent la pauvreté, les chercheurs qui réfléchissent à ça, les acteurs associatifs qui se posent des questions, les gens du monde de la santé, les gens du monde des médias, etc. Et donc comment arrive-t-on à faire se rencontrer ceux qui croient à la possibilité de renverser cette chose et d'éliminer cette violence qu'est la pauvreté pour travailler ensemble? Évidemment, pour faire se rencontrer ces mondes-là, il faut de l'huile de bras, parce que, a priori, ils se rencontrent peu. C'est clair que le monde universitaire ne rencontre que très rarement des personnes qui sont dans la pauvreté. Ou alors peut-être ils vont les rencontrer parce qu'ils les étudient. Mais ce n'est pas la même chose, ça, ce n'est pas vraiment une rencontre, ça. On va regarder comment ils fonctionnent pour étudier, etc., etc. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est largement insuffisant. Comment est-ce qu'on fait le croisement des savoirs? Le savoir de celui qui vit la pauvreté et le savoir de l'intellectuel qui cherche. Comment est-ce qu'on croise le monde des savoirs entre celui qui fait des émissions à la RTB, sur RTL, ou qui écrit dans La Dernière Heure, etc., pour qu'il écrit ce qui est juste avec le monde de la pauvreté? Et pas qu'il raconte ce qu'il croit tous les ans qu'il est bon de raconter, malheureusement, un jour où il y a quelqu'un qui va mourir en hiver dans la rue, par exemple. Évidemment, c'est dramatique. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dire si on parle avec les gens dans la pauvreté qui sont plus essentielles à communiquer dans des journaux aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc, notre travail au réseau, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le temps
d'essayer de multiplier les rencontres. Alors, dans ces rencontres-là, il y en a une en particulier, c'est pas la seule, c'est pas l'unique, et c'est pas celle qui remplace toutes les autres, mais elle a son importance dans notre société. C'est la rencontre entre les personnes en situation de pauvreté et le monde des décideurs politiques. Et donc, dans le travail qu'on fait, entre autres, puisque vous avez entendu qu'on a besoin de rencontres dans tous les milieux, surtout si on veut créer une force collective pour inverser la vapeur, mais on a besoin aussi d'aller à la rencontre du monde politique, parce que le monde politique a ses qualités et ses défauts, je vais le dire comme ça. Alors on peut décider qu'il y a plus de qualités que de défauts si on veut, ou plus de défauts que de qualités, hein, ça, tout ça. Mais il est là, en place. Il y a des couleurs politiques, hein, il y a des partis, il y a des ministres, il y a des parlementaires, il y a des gens qui font de la politique à plein d'endroits différents. Et au réseau, on a développé ce qu'on appelle les rencontres en circuit court. Alors, les rencontres en circuit court du réseau, ce n'est pas aller acheter les légumes chez le marchand d'à côté, hein, ou le fromage chez le producteur local, mais c'est provoquer à certains moments une rencontre immédiate entre des personnes qui connaissent l'exclusion, la pauvreté, le trop peu de tout, et certains décideurs politiques à certains moments clés pour essayer, en quelque sorte, par la rencontre, de fissurer des certitudes ou de créer de l'instabilité dans l'acteur qui a la responsabilité de décider des choses pour la collectivité. Parce que la rencontre, c'est s'entendre sur des choses en commun, mais la rencontre, ça peut être aussi d'accepter de se laisser déstabiliser par le propos de l'autre pour réfléchir. Et donc, dans notre cas, c'est aussi à la fois d'accepter d'être déstabilisé et aussi d'essayer de déstabiliser l'autre. Parce que c'est souvent, quand les deux parties sont un peu déstabilisées, qu'on a besoin de, peut-être, si on a envie, hein, si le souhait, si la force est là, de mettre ensemble dans un même paquet quelque chose qui fera qu'on construira quelque chose de commun. Donc on organise ces rencontres en circuit court, et donc c'est directement une rencontre entre des personnes qui ont connu la pauvreté et un ministre, un chef de cabinet, des parlementaires, ça dépend, c'est suivant les opportunités. Et ce ne sont pas toujours des rencontres qui se déroule dans un cadre où, a priori, tout devrait se passer tout calmement et sereinement. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a à dire, ça dépend de ce qu'on a à défendre, ça dépend de ce qu'on veut provoquer chez l'autre. Alors, c'est pas facile, ça, parce qu'il faut arriver à créer les conditions de la rencontre à égalité. Est-ce que quand on rencontre un ministre ou le ministre-président, on est considéré à égalité dans la discussion ? Ou est-ce qu'on doit entrer par la petite porte, hein, et déjà être bien content qu'ils nous reçoivent? Donc c'est déjà travailler sur comment on se positionne-t-on pour ne pas déjà être bien content qu'ils nous reçoivent, mais dire que c'est pas anormal qu'ils nous reçoivent et que ça fait partie de son métier qu'ils nous reçoivent et que l'énergie que les gens ont mis à réfléchir à ce qu'ils vont venir lui déposer chez lui, questionner chez lui, c'est du boulot, c'est du travail, c'est de l'engagement citoyen, c'est du temps de réflexion en commun. C'est, malgré les conditions de pauvreté dans lesquelles ils sont, des gens qui se sont déplacés pour venir en réunion quelque part, qui ont essayé de réfléchir, d'analyser, de faire des propositions pour les amener sur la table. Donc comment est-ce qu'on crée au maximum les conditions d'une rencontre relativement égalitaire? Alors, la rencontre est égalitaire, les fonctions ne le sont pas, hein. Le ministre, quand il rentre dans son bureau, il a un autre niveau de pouvoir, évidemment, que les gens avec qui nous travaillons. Mais au moins, là, on peut tenter de fissurer quelque chose. Alors, je vous donne un résultat concret, positif, mais pas du tout satisfaisant, hein, donc il ne faut pas se tromper sur le résultat. Lors des dernières élections, puis je vais vous parler d'un exemple concret de terrain, enfin, ici c'est du terrain aussi, hein, mais avec les gens directement entre populations différentes, lors des dernières élections, donc les élections pour voter pour les politiques à la région wallonne, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'Europe, enfin, etc. Après les élections, il y a toujours les partis politiques qui doivent s'entendre, hein, et donc ils désignent des hommes pour négocier, pour discuter sur quoi ils vont s'entendre. La dernière fois,
le Parti socialiste avait désigné Paul Magnette, le CDH avait désigné Benoît Ludgen, et ces deux hommes-là étaient au gouvernement wallon et devaient discuter ensemble de qu'est-ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ont pris le pouvoir ensemble. Ça va être quoi leur programme? Et dans ce temps-là, ils ont décidé de rencontrer le réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc on y est allé. Et on n'y est allé pas en y allant comme travailleurs, mais on y est allé avec une délégation de 8 personnes qui sont des témoins du vécu militant. C'est comme ça que les personnes s'appellent au réseau, les personnes dans la pauvreté qui viennent militer, avec qui on avait préparé qu'est-ce qu'on va aller leur dire. Et donc ce sont ces personnes qui se sont adressées à eux. Et en fait, ils ont été déstabilisés, je crois, par le fait qu'ils pensaient recevoir devant eux des personnes qui allaient leur dire on est malheureux parce qu'on n'a pas de logement, on est malheureux parce que la nourriture coûte trop cher, on est malheureux parce que les revenus sont trop bas, on est malheureux parce qu'on n'a pas de travail, etc. Or, les personnes en situation de pauvreté avaient envie de leur dire en fait, on trouve que vous ne faites rien pour régler la pauvreté. On dirait que vous vous en foutez. Vous n'avez pas de programme pour ça. Ça n'est jamais dans vos agendas. Vous n'avez pas de proposition pour éliminer la pauvreté. C'est tout ça qu'ils ont été leur dire. Et je pense qu'ils ont été... J'étais là, j'assistais, et j'ai vu l'espèce de trouble comme ça, parce que plutôt que le catalogue de doléances, ils avaient des gens en face d'eux qui osaient leur dire « mais on attend de vous plus d'audace que ça. On attend de vous que vous vous disiez réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté, ça doit être au cœur de la politique. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait sur le côté un petit peu quand on y pense. » On est sorti de cet endroit-là et le lendemain, on a eu un coup de fil en disant qu'ils allaient intégrer dans ce qu'on appelle la déclaration de politique régionale, donc dans leur programme, en quelque sorte, une ligne où ils s'engageaient à développer un plan wallon de lutte contre la pauvreté. Et c'est comme ça qu'il y a un premier plan wallon de lutte contre la pauvreté en Wallonie qui existe pour le moment. Alors attention, hein. C'est bien qu'il y ait un premier plan wallon de lutte contre la pauvreté. Ben, d'abord, c'est un premier plan wallon avec 0 € à côté. Hein, donc, c'est déjà beaucoup moins bien. Hein. Dans ce plan, il y a quelques mesures qui sont intéressantes. Il y en a plein, c'est du blabla. Hein. Mais, par contre, il y a dans ce plan des rendez-vous obligatoires où les ministres sont obligés de se retrouver autour de la table et de dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Où nous, la société civile, à travers le réseau et d'autres, on peut les interroger, on peut les questionner. Ou, par contre, il y a une mesure qui est intéressante et qui est fondée sur la rencontre, où il y a une mesure qui dit ce serait intéressant de sensibiliser les fonctionnaires qui travaillent à la région wallonne au fait que le service public, finalement, est là pour travailler à la réduction des inégalités. Alors, il y a plein de fonctionnaires wallons qui sont généreux et qui le savent et qui le font. Hein. Mais comme on est dans une société aujourd'hui, on a toujours l'air de dire que c'est les gens qui sont en défaut, qui ne rendent jamais leurs papiers à temps, à heure, qui sont toujours en retard pour payer, qui ne comprennent rien au système, qui sont incapables d'aller sur les ordinateurs, qui essayent de tricher, qui sont des fraudeurs, à qui il faudrait donner des coups de pied au cul. Hein, enfin, tout ça, hein, tout ce qui se dit dans notre société d'aujourd'hui. C'était intéressant de se dire, tiens, on peut aller à la rencontre des fonctionnaires wallons qui ne sont pas nécessairement de mauvaise volonté, ça on s'en est rendu compte en allant à la rencontre, mais qui sont dans un système qui dit tout ça et qui leur impose des modes de fonctionnement qui sont fondés sur tout ce que je viens de dire. Et donc, une des choses qu'on a gagnées avec ce plan, c'est effectivement d'avoir des temps de rencontre avec des fonctionnaires wallons, entre des personnes en situation de pauvreté et des fonctionnaires wallons, et les personnes qui peuvent dire, mais vous savez, nous, on ne comprend rien aux primes. Quand vous venez faire des visites pour voir si le logement est salubre ou pas, on se sent parfois montré du doigt, ou envahi, ou pas respecté dans la manière, etc., etc. Et là, c'est une rencontre atypique, parce que c'est quelque chose de pas du tout habituel dans le monde du travail des fonctionnaires. Et ça, c'est très intéressant, parce que, d'autre part, les fonctionnaires livrent aussi, pas leurs conditions de travail, mais les contraintes dans lesquelles ils sont pour exercer leur métier, mais aussi livrent parfois, pour certains d'entre eux, comment ils contournent la règle pour aider quelqu'un, malgré
que la règle leur dit qu'il faudrait d'abord ce papier-là, cette case-là, ce truc-là, etc., etc. Et on voit des alliances qui se créent. Donc, entre deux mondes où, au début, on avait l'impression que ça va être un peu les fonctionnaires qui disent que les gens sont toujours en défaut, hein, eh bien, on tisse des liens de rencontre entre deux mondes différents. Donc, vous voyez, là, c'est pas de la rencontre, j'ai envie de dire, fondée sur le vivre ensemble au sens amical, le plaisir de se rencontrer. C'est au sens vraiment de la fonction à exercer au nom du service public et les gens concernés par la fonction remplie par le service public. Et donc, ce plan wallon de lutte contre la pauvreté, c'est évidemment pas la panacée. On a décidé, nous, que pour les prochaines élections, on allait écrire le plan que le réseau pense qu'il faudrait avec les militants et avec un budget. Hein, évidemment. Parce qu'on va pouvoir passer à un deuxième plan. Il faut être bien plus audacieux. J'ai envie de dire qu'on a ferré un tout petit poisson la première fois. Cette fois-ci, il faut faire une bonne pêche. Hein. Il faut qu'on augmente la pêche. Mais je pense qu'on augmentera la pêche aussi grâce en partie à ces rencontres atypiques. Je parle avec les fonctionnaires wallons. Aujourd'hui, par exemple, de ces rencontres-là, eh bien, il y a une évaluation qui est faite en les rassemblant. C'est l'administration wallonne qui les rassemble. Nous, on peut participer, assister. Et l'administration wallonne va leur demander aussi qu'est-ce qu'ils trouvent, eux, qu'il faudrait mettre dans un plan de lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'ils auront aussi à dire leur mot, alors que le plan précédent, il est venu du haut. Il est venu des ministres qui ont décidé que même s'il y a eu des rencontres, etc. Donc on est en train de tisser à petits pas, hein. Je suis d'accord, hein, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La guerre est loin, 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 loin d'être gagnée. Mais à petits pas, on crée des alliances entre des gens qui n'avaient jusque-là pas d'opportunité de se rencontrer ou rien ne provoquait la rencontre. Mais c'est sûr que pour que la rencontre soit, je veux dire, efficace, qu'elle porte des fruits à long terme, il faut assurer un fil rouge. Ça, c'est la responsabilité du réseau. Hein. C'est comment nous, on assure le fil rouge pour que ça continue, qu'on ait une démarche stratégique pour conduire à l'étape suivante, etc. Voilà, ça c'est pour vous expliquer vraiment ce qu'on essaye de faire au réseau. Mais alors, dans tout ça, et je vous explique cette histoire-là, et puis je passerai la parole. Et puis je ne sais, voilà, je laisse le chrono à qui il veut, à mon voisin de gauche. Donc je vous expliquais comment les gens s'investissent pour essayer de changer les choses et ces rencontres-là. Mais il ne faut pas croire, hein, parmi les témoins du vécu militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas si simple, par exemple, de se dire que c'est le même combat qu'on soit d'origine étrangère ou pas, dans notre pays. Donc, parmi les témoins du vécu militant au réseau wallon, il y a quelques personnes d'origine étrangère. Elles sont moins nombreuses, nettement moins nombreuses que les autres. Et malgré leur présence dans les groupes, les préjugés, les blessures de la vie, etc., conduisent régulièrement des militants à colporter ce qu'on entend dans la rue. C'est à cause des étrangers qu'on n'a pas de travail. Les étrangers, il suffit qu'ils se présentent dans une société de logements sociaux, ils ont un logement tout de suite et moi je dois attendre. C'est quand même tous les étrangers qui font des vols, etc. On le voit bien parce que les prisons sont remplies. Enfin, tout ce bain entretenu, hein, pour dire l'étranger est un dangereux et quelqu'un qui, voilà, un prédateur, etc. Et puis parmi les militants aussi, comme tout le monde, ils ont été influencés par les attentats qui se sont passés et tous les propos sur la radicalisation, toute la peur entretenue autour de ça, toute l'impression que, mon Dieu, si on est de religion musulmane, hein, et de culture maghrébine, mais surtout de religion musulmane, on est forcément dangereux, etc. Et donc on s'est demandé au réseau, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on travaille ça à l'intérieur du réseau? Parce que, par contre, les militants qui viennent au réseau, les témoins du vécu, ils savent que le réseau, lui, il a une position claire en la matière. Le réseau est pour la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, pour toutes les personnes qui vivent sur le territoire, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine culturelle, quelle que soit leur réalité quotidienne.
Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu dans les médias, le réseau volontairement réagit dans les médias quand dans les médias, on essaye d'opposer les pauvres de chez nous aux pauvres qui viennent d'ailleurs. C'est une opposition avec laquelle on n'est radicalement pas d'accord. En général, d'ailleurs, ceux qui entretiennent ça, ils ne voient pas les pauvres de chez nous, hein, d'habitude. Ils se servent des pauvres de chez nous pour dire que les étrangers sont dangereux. Mais c'est compliqué tout ça. Et on peut comprendre que quand on est dans la pauvreté, qu'on manque de tout, qu'on est dans une société où on n'est plus respecté par rapport au droit au logement, par rapport au droit au revenu, qu'on a l'impression qu'on est considéré pour rien, etc., ben, on peut comprendre qu'à un moment donné, on ne sait plus vers quoi se retourner et on a besoin de trouver un bouc émissaire. On a besoin de dire que c'est la faute de quelqu'un, quoi. Et donc, tout ça, voilà. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait au réseau? Est-ce qu'on organise des conférences pour expliquer aux témoins du vécu militant? Est-ce qu'on moralise en disant c'est pas bien de penser ça, hein, il faut aimer son prochain, quelle que soit son origine, sa religion et sa couleur de peau? Qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein? Et à un moment donné, on s'est dit non, on va pas faire ça, mais on va essayer de provoquer des rencontres. Et l'année dernière, on a organisé une assemblée résidentielle. Alors ça, c'est parce que 2 fois par an, on organise des assemblées résidentielles de 3 jours avec les témoins du vécu militant, quelque part, pour pouvoir travailler plus ensemble, etc. On a décidé d'organiser une assemblée résidentielle à Molenbeek, avec nos bons Wallons, majoritairement belges blancs. Voilà. Je dis ça comme ça, exprès. Dans un endroit d'hébergement à Molenbeek, pour provoquer la rencontre et essayer de fissurer les représentations sur Molenbeek. C'est sûrement que dangereux. Les gens là-bas ne sont sûrement braqués que sur la religion, hein, et sûrement rien d'autre ne les intéresse, etc. Alors, c'est important que je vous dise que les assemblées résidentielles au réseau wallon, c'est un moment attendu par les militants, parce qu'on va chaque fois dans un lieu différent. On y travaille à la fois sérieusement et on y fait aussi la fête, parce qu'on trouve que pour lutter, il faut être fort, et pour être fort, parfois, il faut pouvoir se faire plaisir. Donc, on mélange les deux. Donc, quand on va annoncer l'assemblée résidentielle, les gens, on a une réunion et tout le monde est toujours ça va être où cette fois-ci, tout content, tout, et c'est toujours. Et cette année, quand on a dit voilà, l'assemblée résidentielle aura lieu à telle date à Molenbeek, silence complet. Je vous le jure, hein. Silence complet en face de nous. Il n'y avait pas de chouette, c'est bien, super, et ça va être quoi, et on ira où, et qu'est-ce qu'on va faire. C'était le silence, hein. Et puis, évidemment, on a ouvert la parole, etc. Donc, il y a l'une ou l'autre personne qui osait dire je trouve que c'est une bonne idée, parce que, etc. Beaucoup se taisaient. Et puis, on a organisé des petits groupes et on a laissé venir la parole totalement librement sur les craintes qu'il pouvait y avoir. Pourquoi est-ce qu'on va là? Il n'y a rien à voir là. Oui, mais on ne connaît rien. Oui, mais on va se perdre. Alors, parfois, c'était on ne retrouvera pas son chemin de Bruxelles midi jusqu'à Molenbeek. Enfin, bref, toutes les peurs, toutes les angoisses, etc., etc. Et on s'est dit que c'était important de pouvoir laisser dire tout ce que les gens avaient à dire, même ce qu'on a l'impression qui est insupportable à entendre. Parce que c'était probablement en pouvant laisser dire tout qu'on peut construire à partir de tout. Donc on a fait ce travail avant de tout laisser dire, par un travail d'animation. Mais on s'est dit, on ne va pas donner de réponse au tout qui est dit. On va simplement organiser un cadre rassurant sur le plan matériel. Hein. Être bien hébergé, ne pas avoir peur de se perdre, enfin régler tout ça. Ma valise ne sera pas piquée, tout. Non mais voilà, tout. Parce qu'il y a toutes ces peurs-là qui font partie. Et puis la manière dont on a organisé le résidentiel, c'est qu'on s'est dit, mais comment peut-on faire si on veut qu'il y ait une rencontre pour aller s'alimenter de façon à se reposer les questions des peurs qu'on avait au début et de les revisiter à partir de ce qu'on aura découvert. Donc on a fait en fait des petits groupes de 7-8 personnes qui ont été passées, chaque petit groupe, et on était une centaine, hein,
chaque petit groupe a été passé une journée dans une association à Molenbeek, mais pas pour rencontrer les chefs, passer une journée avec les gens. Les gens qui fréquentent l'association, qui font de la militance, certains qui font de l'école de devoirs, d'autres personnes qui luttent en faveur du logement à Molenbeek, qui font de l'apprentissage du français, des rencontres interculturelles, des activités culturelles, etc. Passer toute la journée pour bien rencontrer, parler, discuter, etc. Et puis, on s'est dit, mais plutôt que de prendre le repas tous ensemble cette journée-là, quelque part, ce qui allait encore nous extraire de la société molenbeekoise, en quelque sorte, chaque petit groupe de 7-8 avait une enveloppe pour aller manger dans un petit resto quelque part à Molenbeek. Donc, pour être obligé de circuler dans les rues, puisqu'on avait aussi entendu, mais là-bas, il faut faire attention. Avec cette espèce d'image, il y a un couteau dans la poche de beaucoup, ou une kalachnikov derrière des portes. Et ce que je dis, ce n'est pas des moqueries. Je pense que dans l'inconscient collectif et dans les représentations populaires, les peurs, elles se traduisent par des représentations comme celle-là. Et donc, ils ont dû aller circuler, trouver un petit resto, ou un pita ou autre chose, enfin n'importe, ils l'ont fait. Et le lendemain, chaque petit groupe était chargé de dire aux autres quelle avait été la rencontre qu'il avait faite. Et puis après, il y avait une rencontre suivante avec une association qui s'appelle Pax Christi, qui venait, notamment Edgar Sotz, qui venait en fait écouter ce qu'ils avaient à dire pour continuer à éclairer leur découverte. Eh bien, je vous assure que ça a été incroyable et extraordinaire. J'entends encore des témoins du vécu militant chez nous qui, par exemple, avaient été passer une journée dans une association qui milite pour le droit au logement et qui me disaient « Christine, tu sais quoi ? C'était toutes des femmes voilées. Et alors, et tu sais quoi ? Elles se battent pour le logement comme nous. Et je te jure qu'elles s'y connaissent. Et alors, elles avaient des revendications. Et alors, elles voulaient aller dire ça aux politiques. Et alors, elles avaient pris un rendez-vous. Comme si, dans leur tête, une femme voilée d'origine musulmane, c'est quelqu'un qui est dans son ménage, qui ne sait pas réfléchir, qui n'a peut-être pas, etc., et que, appauvri, etc., en travaillant en militance avec le réseau, il était dans cette réalité-là. Mais il y avait un autre groupe, par exemple, qui est allé rencontrer les travailleurs à la maison de justice et au tribunal, qui accompagnent les familles où, malheureusement, il y a un jeune qui s'est laissé piéger par la radicalisation, mais aussi sont venus raconter aux autres combien de personnes et de ménages ça représentait. Ils avaient l'impression que tout Molenbeek, c'était des terroristes. Et puis ils revenaient en disant, mais en fait, ils gèrent 70 dossiers. Et dans les 70, il y a des personnes qui ne le sont pas, qui pourraient déraper vers, etc., etc. Et puis le service leur avait expliqué, etc., etc. Donc ils sont venus se réalimenter l'un l'autre de ce qu'ils avaient découvert. Et puis on a re-questionné leur peur de départ. Et alors là, c'était vraiment agréable à découvrir, parce que là, ils éclataient de rire par moments. Ils riaient de ce qu'ils pensaient, ou de ce qu'ils avaient dit, ou de l'intensité avec laquelle ils avaient dit les choses avant. Alors ceci sans angélisme, Ils ont bien vu aussi qu'à Molenbeek, ce n'est pas facile de vivre. Ils ont bien vu qu'il y avait certaines familles où effectivement il y a des jeunes qui s'étaient radicalisés, etc. Mais leur vision de la réalité, de la population de Molenbeek a vraiment évolué. Mais ça veut dire leur vision de la représentation des étrangers aussi, de façon importante. De personnes d'une religion différente, de la majorité d'entre eux. Est différente. Et aujourd'hui, on est au stade où ils vont inviter les associations molenbeekoises en Wallonie. J'imagine qu'il y a des représentations aussi, qui ne sont sans doute pas du même ordre, mais qu'on va pouvoir travailler. Mais ça veut dire que ça nous a amené au pas suivant, et puis je terminerai là-dessus, qui est que suite à cette rencontre-là, une journée a été organisée avec les associations membres du réseau et les témoins du vécu militant. Et cette journée portait sur quels sont les obstacles plutôt qui font que si peu de personnes d'origine étrangère voient dans le réseau wallon un lieu de militance potentielle pour eux pour venir lutter contre les inégalités et la pauvreté, parce que certains d'entre eux sont concernés par ça aussi. Et donc, comment on met des choses en place pour ouvrir davantage la porte? Donc, au lieu d'être dans le frein précédent qui était de « et là, les étrangers, ils viennent tout », etc.,
On est dans l'étape d'après. C'est comment on fait, parce que le fonctionnement qu'on a peut-être fait que ça n'ouvre pas la porte nécessairement, etc. Donc on est à l'étape de maintenant comment on fait pour ouvrir. Et les témoins du vécu militant travaillent maintenant avec nous comment on fait pour ouvrir. Voilà, le sens de la rencontre, en tout cas, le sens qu'on essaye de donner à la rencontre, nous, c'est celui-là. C'est un sens, finalement, de vie en société en commun, mais c'est un sens politique au sens grand P du terme. Comment est-ce qu'on se met ensemble pour changer une vision et aller dans un combat commun au profit de tous ceux qui vivent sur le territoire, à travers l'exemple, en tout cas, que je donnais. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais toujours pas si c'est le moment où... je ne sais pas si Adriana est arrivée. Qu'est-ce qui peut répondre? Est-ce qu'Adriana est arrivée? 12. D'accord. Ça, c'est précis, hein, c'est bien. Donc, pendant ce temps-là, moi, je meuble. D'accord. Est-ce qu'alors je passe la parole à... Moi, je veux bien raconter un autre exemple, mais je pense que voilà, j'ai alimenté... David, Moi, je veux bien meubler 12 minutes. Non, mais c'est marrant parce que plein de choses que tu as abordées ont fait écho chez moi. La première qui concernait ta maman m'a rappelé une expérience que j'ai vécue personnellement en étant envoyé spécial pour la RTBF à l'époque où je travaillais encore pour la radio au Rwanda. Et notre travail était d'aller à la rencontre de micro-projets dans lesquels sont particulièrement investis d'ailleurs les femmes et les enfants qui sauveront probablement les pays d'Afrique d'une certaine misère, en tout cas intellectuelle et culturelle, voire politique à certains endroits aussi. Et on nous a emmenés, des responsables associatifs locaux nous ont emmenés tout près du lac Kivu, mais il fallait passer par des pistes complètement impraticables. Je me souviens qu'on s'est plusieurs fois cogné la tête, même avec nos ceintures de sécurité, cogné la tête au plafond de la voiture qui nous emmenait sur ces pistes. Et on est arrivé à un endroit où ce n'était plus possible d'avancer en voiture, il fallait descendre et puis emprunter un petit chemin qui descendait jusqu'au lac où il y avait ce projet qui devait nous être présenté. Et on a dû passer par un endroit où il y avait quelques maisons qui étaient encore, à l'époque, c'était il y a une petite quinzaine d'années maintenant, le Rwanda était en train de se remettre petit à petit du drame qu'il a vécu, du génocide qu'il a vécu. Et une des premières mesures qu'avait prise Paul Kagame quand il est devenu président à l'époque, après avoir banni les sacs en plastique, puisque le Rwanda a été le premier pays du monde à bannir les sacs en plastique, c'était de promettre à chacun des habitants du Rwanda, à chacun des citoyens du Rwanda, de pouvoir vivre dans une maison et plus dans une hutte, pour faire passer le pays dans la modernité. C'était sa volonté. Donc on est arrivé dans un petit village où ces huttes étaient en train de se transformer, et il y a des enfants qui jouaient, je me souviens d'eux, qui couraient d'ailleurs derrière un coq et une poule. Et ils couraient très très vite, ils ne nous avaient pas vus arriver, et donc il y avait les deux responsables de l'association qui nous emmenaient. Ils couraient très très vite derrière cette poule et ce coq. Et je pense que nous avons été les trois premières personnes blanches de peau qu'ils voyaient, et on leur a fait une peur épouvantable. Ils se sont mis à hurler, à courir dans l'autre sens du coq et de la poule, retrouver leur mère, etc. Ce qui a fait beaucoup rire les gens qui nous accompagnaient en disant « Vous êtes les premiers blancs qu'ils ont vus ». Et donc, travailler la rencontre, parfois, il y a la peur ou bien le rejet vient de la surprise aussi, du fait qu'on n'a pas l'habitude. Tu parlais dans une des dernières rencontres où on s'est retrouvés ensemble, qui était dans le Brabant wallon, celle-là, de l'habituation. C'est finalement un mot que tu as inventé et que j'aime bien, parce que c'est finalement se mettre dans une situation où on a accepté l'habitude de la situation qui n'est pas acceptable. Et donc ça s'appelle l'habituation. On est dedans, c'est pas très confortable, mais ça devient presque plus inconfortable d'avoir l'idée d'en sortir, et donc on a l'habitude de son habitude, on est dans l'habituation. Et ces enfants incarnaient vraiment cette surprise qui peut provoquer le rejet et surtout l'inconnu. Et donc dans le travail que je fais chez le délégué général aux droits de l'enfant maintenant, après 20 ans d'RTBF, presque 10 maintenant avec le délégué général, l'idée justement c'est de travailler très très fort cette rencontre, et les jeunes nous permettent, puisqu'ils sont souvent plus que les
les adultes aujourd'hui quand même amenés à être travaillés dans des groupes qui sont plus mixtes que les groupes d'adultes d'où ils viennent, même si tout ça est à relativiser. Hein, parce que par exemple, on pourrait parler de quartiers à Molenbeek où et on a fait des études sur le sujet, pas nous chez le délégué général, mais elles existent, sur les cartes mentales et les projections des cartes mentales des habitants bruxellois. Alors vous avez par exemple les habitants des quartiers plus dits favorisés, par exemple comme une commune comme Uccle, où les enfants, ils vous montrent leur maison ici, ils vous montrent la maison de leurs grands-parents là-bas, ils vous montrent leur école ici, leur club de tennis ici, leurs copains ici et leur académie de musique là-bas. Enfin bref, c'est en étoile. Et puis vous posez les mêmes questions à des enfants molenbeekois et ils sont ici, leur famille est ici, leur école est ici, le magasin où ils vont est ici, leur grand-mère est ici, il n'y a pas d'activité donc elles sont ici et la rue est finalement devenue leur seul quartier. Tout le reste de Bruxelles leur est étranger et de l'autre côté vous avez des enfants qui connaissent bien tous les endroits où ils vont mais qui ne savent absolument pas ce qu'il y a entre les deux. On a travaillé avec eux sur un projet qui s'appelle Parlons Jeunes. Parlons cliché en l'occurrence, puisqu'on décline ce projet sur différentes thématiques. On l'a fait d'ailleurs sur la pauvreté avec l'aide bienvenue de Christine il y a quelques temps maintenant, mais on l'a fait aussi sur la liberté, sur la philosophie, sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, sur d'autres thématiques aussi, l'école notamment, et j'y reviendrai. Et on s'est rendu compte que quand on emmenait des jeunes de la commune de Uccle travailler sur ces représentations, ces émotions, ce qu'ils ressentaient, son ressenti quand on l'emmenait à Molenbeek et qu'on faisait la même chose avec des jeunes de Molenbeek et qu'on les emmenait à Uccle, tous les clichés, tous les stéréotypes, toutes les caricatures qu'on peut avoir en tant qu'adulte et qui probablement sont dans le vocabulaire des adultes autour de ces enfants, sont répercutés par ces enfants parce qu'ils expriment quoi ? Une peur et un sentiment de non-appartenance à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils étaient là et c'était extraordinaire. On a vraiment fait du safari urbain. On a emmené des gens dans une forme, on les aurait emmenés en Tanzanie. Je pense que la différence aurait probablement, ou l'exotisme n'aurait pas été beaucoup plus grand. Et donc on a vraiment fait du safari urbain avec eux pour entendre ce qu'ils avaient à dire de leur ressenti dans cette différence qui est à proximité, puisqu'il suffit de prendre un métro, un bus, et on est là en 10 minutes, voire un petit quart d'heure. Donc c'est vraiment pas, on parle pas de 7 heures de voyage, on ne prend pas l'avion, on peut même presque y aller à pied. Donc on est dans quelque chose qui est aussi l'incompréhension. Et d'ailleurs Bernard De Vos, qui est le délégué général pour ceux qui ne le connaissent pas, dit depuis très très longtemps, il a été le seul à le dire jusque-là et on commence à l'entendre un peu mieux maintenant, mais il le disait il y a 25 ans et on ne l'entendait pas, et je pense que si on l'avait entendu à l'époque, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, notamment dans des phénomènes de radicalisme violent comme celui que tu as abordé il y a quelques instants. Si on avait entendu ce que disait Bernard à l'époque, et il le disait très franchement, bien sûr que c'est choquant et je vais le dire, c'est Bruxelles est une ville d'apartheid. Les gens ne se mélangent pas. Il y a des quartiers, il y a un côté du canal et l'autre côté du canal, et d'un côté du canal, il y a des riches, et de l'autre côté, il y a des pauvres. Il y a une habituation à ça aussi. Et elle est dommageable. Pourquoi ? Parce qu'elle ne permet presque plus l'idée de fissurer les choses, qui est de traverser le canal pour aller voir l'autre, parce qu'on n'a pas ce sentiment justement d'appartenance que ces jeunes nous ont bien exprimé, expliqué, et qu'on a pu travailler dans des rencontres a posteriori avec eux aussi. Et donc, pour parler de rencontres de la diversité, moi je voyais les rencontres de la diversité, c'est une solution. Finalement, moi je me dis, la diversité, si on la comprend comme l'altérité, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, et c'est à ça qu'il faut travailler, c'est à ça que devrait travailler l'école, mais malheureusement pour nous, l'école est coincée dans le système scolaire. Il y a des écoles qui font très bien leur boulot, la plupart des enseignants aussi, donc ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de critiquer des personnes ici, je suis en train de critiquer un système qu'il prouve au quotidien, qui nous prouve au quotidien, alors que c'est inacceptable puisque l'école est bien financée en Fédération Wallonie-Bruxelles, quoi qu'on en dise, elle est financée à hauteur des écoles qui réussissent le mieux au monde. On se pose la question de savoir pourquoi chez nous elle ne fait pas bien. Enfin, c'est-à-dire qu'elle fait très bien. Si vous regardez les résultats, et on peut ne pas les aimer, mais puisque c'est un des critères qui nous est ramené par le politique dont tu parlais aussi, ou bien par les médias, si on prend les critères qui sont exposés par PISA par exemple, les
les élèves qui réussissent le mieux chez nous, ils réussissent au moins à hauteur des élèves américains et asiatiques qui sont en haut, tout en haut des meilleures réussites. Ceux qui réussissent le moins bien chez nous, ils sont à la même hauteur que dans les pires régimes qu'on puisse imaginer, dans lesquels l'école se fait sur de la terre battue et sans professeur. Donc c'est l'écart chez nous entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins bien qui est terrifiant. C'est cette inégalité entre ceux qui réussissent bien et ceux qui ne réussissent pas bien chez nous qui est absolument inacceptable, insupportable. C'est pas le fait qu'il y ait des gens qui réussissent bien, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Donc, ce qui ne va pas, c'est qu'on ne le fasse pas pour tout le monde, alors que quelque part, bon, alors on pourrait rentrer maintenant dans des querelles de clochers, et c'est vraiment le cas de le dire, puisque je pourrais rentrer dans un débat sur les réseaux, mais on va pas faire ça parce que sinon on est encore là pendant 3 semaines. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est justement de travailler, de trouver des solutions dans l'altérité. Et que cette altérité, ou bien que cette altérité affichée, et les réseaux, qu'est-ce qu'ils affichent malheureusement? Ils affichent une différence. Et c'est cette différence qui ne va pas, parce elle fait partie de l'habituation aussi. C'est comme si on pouvait s'habituer au fait qu'il y a des élèves qui vont bien réussir et d'autres qui ne vont pas bien réussir. Parce que c'est le système. Parce qu'il faut des pauvres pour qu'il y ait des riches. Mais c'est ça qu'il faut briser. Et c'est ça c'est cette évidence qui apparaît aujourd'hui comme un truisme. Et on se dit, bon, ben voilà, ça ne sert à rien. Et il faut oser aussi, comme tu le fais avec tes témoins du vécu militant, il faut oser. Dans la même journée, hier, le matin, j'ai rencontré le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le secrétaire général du Parlement. Et l'après-midi, je me suis retrouvé à une réunion avec des jeunes d'une AMO de Molenbeek, à l'AMO Atmosphère, qui est extraordinaire. Et à un moment, je me suis demandé comment... Alors que nous, on travaille beaucoup chez le délégué général aux droits de l'enfant, justement, à la rencontre entre ces personnes, ou en tout cas à servir, puisque c'est une des missions de l'institution pour laquelle je travaille, à servir de médiateur entre les uns et les autres. Donc nous, finalement, moi, c'est mon métier en plus, ça l'était déjà avant, puisque journaliste, qu'est-ce que ça fait? Ça passe les plats, ça sert la soupe, on essaye de le faire bien. Il y en a qui l'en renversent beaucoup sur le côté, hein, mais à côté de l'assiette, et qui ne savent pas la manger avec une bonne cuillère. Mais c'est pas grave, c'est comme dans tous les milieux, c'est comme dans tous les mondes. Ce qui est grave, c'est quand ça touche aux valeurs et quand ça blesse les gens. Là, ça devient critiquable. Et là, nous devons, en tant que citoyens, le dénoncer. Mais c'est pas ça qui est la question ici. C'était le matin, j'étais à l'hôtel du Greffe en face du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le président du Parlement. Et donc, on a cette chance aussi de pouvoir jouer les traits d'union entre les populations. Et l'après-midi, je n'ai pas trouvé les mots pour dire à ces jeunes ce que j'avais vu, parce que quelque part, j'avais peur de les blesser dans quelque chose qui était tellement éloigné de leur réalité de terrain et de leur hiérarchie de priorité à eux. J'ai été confronté à un moment à vraiment quelque chose qui était... On peut même se poser la question de savoir... Comment est-ce qu'on fait pour mieux soutenir et mieux accompagner le travail que tu fais justement dans ces rencontres qui sont incarnées par la réalité des gens, avec des gens qui sont élus et qui sont censés nous représenter, qui ne peuvent pas représenter tout le monde, évidemment, ils viennent du milieu d'où ils viennent, etc., eux aussi. Mais il faut absolument que s'ils veulent représenter le plus grand nombre et qu'on travaille la communauté et non pas les communautarismes, que ces gens puissent avoir accès quelque part à la réalité de ceux qu'ils ne rencontrent pas, mais qu'ils continuent de représenter au Parlement. Et voilà, c'était quand même impressionnant pour moi de me dire que j'arriverais pas à trouver les deux. Et par rapport aux travailleurs sociaux, ou bien les gens qui sont en première ligne, ou les gens de l'administration wallonne, ou bien les gens qu'on trouve dans les CPAS, ou bien dans les CPMS, par exemple. Il y a une pièce de la compagnie du campus, qui est une compagnie qui est installée à côté de la Louvière, qui fait du théâtre social. La pièce, en fait, est la rencontre entre une dame du CPAS qui ferme la porte de son bureau parce que c'est son heure de table, et une bénéficiaire, entre guillemets, d'une allocation sociale qui vient pour lui demander qu'elle lui donne un certificat pour aller à la pharmacie chercher des médicaments parce qu'elle ne se sent pas bien. Et toute l'intelligence de ce spectacle, c'est de montrer la rencontre entre quelqu'un qui est d'un côté de la barrière et quelqu'un qui est de l'autre côté de la barrière. Je parlais tout à l'heure de ceux qui ont le pouvoir. Quand on rencontre évidemment la différence entre les militants et Rudy Demotte en termes de pouvoir, c'est clair. Et là, on n'est pas dans ce grand écart du pouvoir, on est vraiment à une dame qui est au CPMS et de l'autre côté. Et en fait,
quand on est d'un côté du bureau, quand on est de l'autre côté du bureau, eh ben, le monde change, mais pas forcément les réalités. Et je vous invite à voir cette pièce parce qu'elle montre bien que la frontière est extrêmement ténue entre un côté et l'autre, si ce n'est le fait qu'il y a quelqu'un qui incarne, bonjour Adriana, bienvenue, quelqu'un qui est investi d'un pouvoir parce qu'il est du bon côté de la barrière et que son cheminement dans la vie lui a permis d'arriver derrière le bureau et d'être la personne qui va délivrer le certificat médical, ou bien permettre la délivrance de ce certificat médical, ou bien la personne qui est en face et qui attend de le recevoir et qui est dans une posture de demande. Eh bien, c'est extraordinaire de voir comment les deux histoires, qui sont des histoires basées en plus sur des réalités de vie et des récits de vie qui montrent que finalement la réalité de vie de l'une et de l'autre ne sont pas si éloignées. La seule différence, et donc la rencontre de l'altérité, c'est justement de pouvoir sortir de la posture de moi j'ai le pouvoir, toi tu ne l'as pas, c'est moi qui décide et toi tu ne décides pas. Quand ces deux femmes échangent sur leur réalité et notamment sur leurs enfants, elles sont capables d'une rencontre au travers de la porte fermée qui va les amener à se faire se rencontrer autrement. Et je pense qu'effectivement, rencontrer l'altérité, c'est une des solutions. Maintenant, après, il faut pas que ça soit de l'alibi et de l'instrumentalisation, la rencontre, parce que, et ce sera mon dernier mot, et puis je te passe tout de suite la parole, Adriana, mais parce que dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, justement, la participation est un des droits des enfants. C'est probablement un de ceux, en tout cas, qui est le plus piétiné, et un de ceux dont on ne parle pas et qu'on connaît le moins, parce que finalement, la participation, c'est pas si simple. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas, ça ne se décide pas, même avec les meilleurs sentiments et la meilleure volonté du monde, ça ne se décide pas pour une façade. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez vous tromper et vous allez probablement causer plus de tort que de bien. Et ça, c'est un problème. On a des collègues qui font le même boulot que le délégué général aux droits de l'enfant en Écosse, qui ont défini ce que sont les 7 règles d'or de la participation. Et dans ces 7 règles d'or, il y a d'abord le fait que les personnes qui doivent participer doivent être d'accord de participer. Mais ça, on oublie. Parce que souvent, quand on veut faire participer comme quelqu'un, on est déjà dans une posture d'autorité de dire je vais te faire une faveur, tu vas enfin participer, c'est moi qui ai décidé que tu allais participer. Il faut pouvoir entendre dire l'enfant, pour ce qui est de notre travail, nous dire ça ne m'intéresse pas, va au diable. Ta participation, là, c'est pas mon truc, ou en tout cas pas comme ça. Et donc, il faut après être capable de définir comment est-ce que cette personne veut participer, quelles sont les règles qu'on peut définir ensemble pour cette participation, essayer, tenter d'obtenir un résultat, ne pas mentir, ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Quand on a promis et qu'on n'a pas pu tenir, pouvoir dire qu'on a promis et pas tenu et expliquer pourquoi on n'a pas pu tenir, et puis revenir derrière et avoir un véritable examen du processus dans lequel les personnes avec qui on a travaillé cette participation peuvent comprendre ce qu'elles ont réussi à faire changer ou pas changer. Et donc, je pense que travailler la rencontre, c'est bien, mais il faut aussi avoir des objectifs à la rencontre. Et je pense que c'est une des choses aussi que tu disais, c'est finalement, on peut avoir l'objectif de ne pas savoir ce qu'est l'objectif. Mais il faut en tout cas qu'on ait des objectifs pour ne pas qu'on multiplie les rencontres stériles dans lesquelles on va finir par épuiser les gens qui vont dans les rencontres, les frustrer encore plus qu'ils ne pouvaient l'être au départ et surtout les mettre dans finalement le même système qui ressemble à ce tambour d'un sèche-linge dans lequel les trucs tournent. Ils n'ont jamais la même position mais ils sont quand même toujours dans le tambour du sèche-linge. Et l'idée c'est de sortir du sèche-linge et d'être bien replié dans l'armoire à un moment ou à un autre. Je pense que si on arrive à faire ça, on peut déjà aller plus loin. Et donc, ces 7 règles d'or, elles sont très importantes pour nous. On essaie de les appliquer et on voit combien c'est difficile. Et je pense que la réalité du monde et la manière dont il fonctionne justement aujourd'hui avec les médias actuels qui rendent les choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus percutantes sur des formules. Il faut 4 mots maintenant dont les médias traditionnels vont se repaître pendant une semaine alors que la véritable histoire, elle est ailleurs. Ou bien le vrai problème, ce n'est pas du tout ça, mais c'est des gens justement qui se trouvent dans leur réalité triste qui est à côté de cette histoire complètement occultée.
elle nous oblige à être d'autant plus militants, justement, et certainement d'autant plus créatifs et inventifs et à utiliser les mêmes outils, parce que quand tu disais tout à l'heure guerre, moi je me dis effectivement notre sémantique et notre rhétorique, elle est importante aussi. Tu disais guerre et je suis d'accord avec toi, je crois qu'aujourd'hui effectivement on est en guerre, mais je formule le rêve, le vœu fou, peut-être complètement utopique, que cette guerre entre les gens se transforme en une sorte de grand cocktail mondain dans lequel tout le monde a sa place. Tu vois ce que je veux dire? On abandonne comme dans les 14-18, dans les tranchées, on abandonne et on fait Noël tous les jours de l'année ensemble, qu'on soit allemand ou bien belge, francophone ou français, ou on s'en fout. Mais justement, quelle que soit notre origine et quelle que soit notre situation culturelle ou sociale, quoi. Je pense que c'est vraiment très important. Désolé, et je voulais aussi dire que je travaille tous les jours à Molenbeek et que je suis toujours vivant depuis bientôt 5 ans. Voilà. Pas de problème, tout va bien. Adriana. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par mettre un petit contexte dans l'histoire que je voudrais vous raconter. Ceci est une histoire d'ouverture, évidemment, envers l'autre, d'une rencontre un peu inattendue qui a eu un impact que personne ne pouvait prévoir. Là, on est, comme j'imagine qui a été dit quand j'étais... Et désolée pour le retard. On est dans une époque qui est très... qui fait un peu peur par rapport au repli sur soi, à l'individualisme, à l'intolérance, à la banalisation de certaines violences et de certaines discriminations. Ça devient un peu normal d'être des choses qu'on pensait qui étaient déjà restées dans l'histoire et qui ne recommenceraient pas. Notamment en Belgique, pendant le gouvernement actuel, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés est née en 2015 lors de la crise de l'accueil au parc Maximilien, là où il y avait des tentes et des réfugiés qui étaient sans abri dans l'attente de demander l'asile. La plateforme a existé pendant 2 ans, pendant 3 ans maintenant, et s'est concentrée sur l'accueil digne et humain de ces milliers de personnes qui arrivaient en Belgique, réfugiés de guerre, de la violence, de dictature. Pendant l'été 2017, on a vu l'arrivée de quelques centaines de personnes venues surtout de la jungle de Calais, qui venait d'être démantelée il n'y a pas très longtemps. La seule réaction du gouvernement à ces quelques 400-500 personnes qui dormaient dans le parc Maximilien et qui étaient dans l'impossibilité de demander l'asile en Belgique, a été d'essayer de les enfermer en centre fermé et de les renvoyer hors dans leur pays ou dans d'autres pays européens. Pendant l'été, on a vu, surtout à travers les réseaux sociaux, qu'il y avait ces interventions de police très tôt, à 7 h du matin, qui venaient... arrêter les personnes au réveil même. Il y avait des dizaines de policiers qui débarquaient des 4 coins du parc Maximilien pour arrêter un maximum de personnes qui suivaient des quotas d'arrestation. À ce moment-là, des citoyens de toute la Belgique, des collectifs de Liège, de Namur, de Bruxelles se sont rassemblés pour collecter un maximum de sacs de couchage et pouvoir donner aux personnes qui dormaient dehors. Et 2-3 jours plus tard, après une distribution de plus de 400 sacs de couchage au parc Maximilien, une rafle de police a eu lieu le matin très tôt. Et donc, les personnes, pour pouvoir sauver leur vie, ont dû partir en courant et laisser toutes leurs affaires derrière. Des chaussures, des sacs à dos, des sacs de couchage. Et tout ça a été ramassé juste après le passage de la police par les services de la ville.
Et du coup, plus de 150 sacs de couchage et d'autres affaires, des très petites affaires, mais très précieux pour des personnes qui sont dans la rue, ont été envoyés et détruits dans les heures suivantes. Sans avoir beaucoup d'alternatives, un petit groupe de bénévoles dont je faisais partie sont venus alors à partir de ce jour-là tous les jours à 6 heures du matin pour réveiller toutes ces personnes avant l'arrivée de la police. Donc un par un, on leur disait ça va probablement arriver encore aujourd'hui, donc prenez le temps de mettre vos chaussures, vos sacs à dos et de repartir et sauver votre liberté. Au fur et à mesure, ces interventions sont devenues de plus en plus violentes, de plus en plus musclées. On pouvait témoigner et dénoncer sur les réseaux sociaux des violences policières, des jeunes qui se faisaient tabasser au matin, là où personne pouvait le voir. Et on s'est rendu compte que la majorité des personnes qui se faisaient arrêter parce qu'elles n'avaient pas la capacité de courir aussi vite que tous les autres étaient surtout des enfants, des femmes avec enfants, des personnes âgées, des personnes blessées, malades. Et comme ça, un peu sans savoir ce qui allait se passer, on a proposé à des citoyens de les héberger à la maison et comme ça de les protéger de ces rafles au matin très tôt. Or, on a commencé ça par loger 8 personnes chez des citoyens, après 15, après 25, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plus de familles qui se proposaient pour héberger que des personnes dites vulnérables. Et donc, c'est là que on a décidé, encore une fois, dans un pari fou on ne savait pas du tout où on pouvait aller, on a proposé, à travers un groupe Facebook, de héberger toutes les personnes du parc. Si on a commencé en dénonçant cette réalité, à chaque fois qu'il y a eu des commentaires négatifs du gouvernement, notamment quand le mot nettoyage, oppoison, a été utilisé pour définir ces rafles, de plus en plus de personnes nous appelaient tous les jours et se proposaient pour héberger. Et si tout au début était toute une démarche d'urgence et très simplement proposer un lit, une douche, un repas et après le départ, très vite, on a commencé chaque soir à vider le parc et à loger les 400-500 personnes qui dormaient tous les soirs. Dans ce contexte de rencontre, dans l'urgence et dans une démarche qui était simplement de rendre la dignité à ces personnes, on s'est tous retrouvés dans une réalité qui était complètement inconnue pour la majorité de nous tous. Et commençant par les rafles, par les violences policières, les centres fermés, et en passant par le système de Dublin, les demandes d'asile, les aides médicales d'urgence, et toute une réalité que, en tant que citoyen de plein droit, on n'aurait jamais rencontré si on n'était pas des hébergeurs. Et donc, cet hébergement d'urgence est vite devenu de l'accompagnement et de l'hébergement des personnes qui on connaissait. Tout ce discours politique d'invasion et de terrorisme et d'illégaux et de clandestins, c'est devenu tout simplement Adam qui dort dans mon canapé et qui met 3 cuillères de sucre dans son café. Et cette réalité qui est devenue qui nous est devenue à tous très proche. Aujourd'hui, on peut entendre à des personnes parler sur le système de Dublin et comment casser un Dublin, ce qui est dans un univers juridique très complexe. Comment faire les démarches auprès du CPAS pour obtenir une aide médicale urgente pour quelqu'un qui a besoin des lunettes ou d'un dentiste.
Aujourd'hui, on peut voir que, notamment dans l'association qui s'occupe des MENA au niveau de toute la Belgique, finalement, on retrouve des hébergeurs qui accompagnent des MENA pour recevoir de l'information de base et pour pouvoir demander l'asile en Belgique. J'ai été vous visiter un de mes invités, comme on les appelle, qui était malheureusement arrêté en centre fermé. Et dans la salle d'attente, j'ai rencontré deux autres familles de Belges qui étaient là pour la même raison. Là, dans cet endroit, qu'il y a un an, il n'y avait que des personnes seules dans le monde. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont accompagnées et qui font partie de notre vie à tous. Dans la file de l'Office des étrangers, on voit des Belges qui viennent dire au revoir à leurs protégés qui vont demander l'asile. Dans les hôpitaux, on peut retrouver des personnes qui accompagnent les réfugiés du parc Maximilien dans les urgences, en pharmacie, un peu partout. Et aujourd'hui, on peut vraiment voir qu'il y a une nouvelle conscience qui s'est construite tout autour de cette démarche d'urgence et que si au début, il y avait une simple question pratique de pouvoir permettre à des personnes de dormir et d'être en sécurité et de ne pas être dans la peur d'un réveil violent, aujourd'hui, il y a une nouvelle conscience sur la politique migratoire qui s'est créée. Il y a des citoyens qui sont entièrement dans leurs droits et dans leur possibilité de s'informer et de pouvoir soutenir des personnes qui n'auraient pas accès à cette information-là si ce n'était pas les citoyens qui les accompagnent. Et à l'époque, quand on revendiquait une prise en charge de ces personnes du parc Maximilien il y a un an, et Theo Franken disait très arrogamment qui demande l'asile, et en sachant très bien qu'ils n'avaient pas la possibilité de demander l'asile et qu'une fois présentés à l'Office des étrangers, ils seraient très probablement amenés en centre fermé et puis renvoyés en Italie ou dans leur pays. Aujourd'hui, à travers un système d'adresse de référence et de faire en sorte de prouver que certaines personnes sont sur le territoire belge depuis plus de 6 mois, on arrive à casser ce Dublin et à leur permettre de demander l'asile, alors qu'on a réussi à trouver une solution pour ces jeunes pour qu'ils demandent l'asile et pour qu'ils puissent avoir enfin l'opportunité de construire une vie digne. Theo Franken vient dire il faut contrôler le chaos de l'asile. Et donc, voilà, je pense que cette histoire, après on pourra en discuter tous ensemble, mais démontre dans une démarche d'urgence comment l'ouverture de soi et l'ouverture des portes là où on entend que de la peur et de l'intolérance et de la xénophobie, on peut contrarier cette tendance dans une Europe et dans un monde qui est de plus en plus fermé sur soi. Comment on peut, à travers de petits gestes, poser un acte de solidarité et se rendre compte d'une réalité dont on n'était vraiment pas au courant. Adriana, j'aimerais bien rebondir sur cette dernière chose que tu disais. Tu dis on est dans un monde, dans une Europe et même dans un pays, on peut le réduire à l'intérieur de nos frontières à nous, qui sont de plus en plus intolérants, etc. Est-ce que toutes les deux, vous avez le sentiment que c'est une réalité, ça? En tout cas, elle est politique indéniable, puisqu'on le voit, que ce soit chez nous d'abord, en Hongrie, en Autriche, en Italie, etc. Ça, c'est des résultats d'élections, mais dont on sait aussi chez nous qu'ils sont le fruit de scrutins et de systèmes électoraux qui amènent des coalitions dans des pays où finalement le doute sur la capacité du politique à véritablement répondre aux besoins, à la hiérarchie des besoins des gens sur le terrain est de moins en moins grande, qui sont d'ailleurs en partie dépossédés de leur pouvoir et de leur liberté d'action par des instances qui sont, oui, quelque part élues, mais surtout désignées par des gens qui ont un agenda, et cet agenda, il est clair pour eux. On parlait de machine de guerre, là, hein, vraiment, et c'est de permettre à certains de s'en sortir le mieux en termes financiers. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est quelque chose de majeur quand on voit, effectivement, vous avez l'air de dire toutes les deux, en tout cas, que quand on offre la possibilité, ou bien quand on alerte
la conscience citoyenne, il y a un mouvement qui se fait dans le sens justement de la reconnaissance de l'autre, de la volonté finalement d'oublier sa peur ou de la mettre de côté pour travailler cette rencontre avec l'autre. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? C'est un peu ça ma question, de se dire qu'on est plus à vouloir accueillir, héberger, à vouloir rencontrer l'altérité que ce qu'on a l'impression d'entendre, et notamment dans un vocabulaire politique extrêmement violent, de manière inique parfois, d'une violence inouïe, que ce soit chez nous ou ailleurs. Est-ce qu'on est plus ou est-ce qu'on est moins? Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de force peut se faire? Est-ce qu'il y a des chances qu'on gagne là-dedans? Adriana? Je pense que d'un côté, on peut dire, pour commencer, que ces discours populistes se basent sur des émotions qui sont très, très primaires et très la peur, l'insécurité, le besoin d'ordre, l'inconnu qui fait tellement peur, et on peut tous le comprendre, je crois. Alors quand cet inconnu, il est instrumentalisé, et on fait de ça une affaire d'État, alors que finalement, ça reste 500 personnes, 600 personnes, c'est quand même rien pour un État. Si l'État avait décidé de prendre en charge ces personnes-là, le problème, il serait invisibilisé. Et donc, on ne pourrait pas en faire une affaire d'État et on serait occupé à parler de la jeunesse, de la mobilité, du système de santé, de tellement de choses qui sont tellement pas pertinentes à en parler maintenant pour le gouvernement actuel. Et donc... je pense que la seule façon de réagir à un discours qui est aussi primaire dans ses propos et qui touche tellement de gens, finalement, sans vouloir être trop pessimiste, on finit tous par être un peu égoïste, un peu individualiste et un peu préoccupé avec nous-mêmes. Et quand on oppose la solidarité au système, à la sécurité sociale, comme l'a fait Bart de Wever, on peut vite avoir peur de ces gens, de ces inconnus qui viennent. Et quand on va voir ce qui s'est passé avec l'hébergement citoyen, ce sont aussi des témoignages, des milliers de témoignages qui nous ont à tous appris à ne pas avoir peur. Et quand on va voir les tout premiers témoignages qui ont été publiés dans le groupe Facebook, on voit que la peur pour nous, qu'au début on a peur pour nous, on a peur d'ouvrir nos maisons, qui sont ces gens qui vont venir dormir, mais on le fait quand même. Et puis le lendemain, on doit les redéposer au parc parce qu'ils doivent suivre leur route, et alors on a peur pour eux. Et quand on apprend ça, c'est une découverte qui est tellement basique, ce visage qu'on donne à quelque chose qui était très flou dans notre esprit, quand cet inconnu devient, encore une fois, celui qui met 3 cuillères de sucre dans son café et qui joue avec mon enfant et qui m'a appris à dire un mot en amérique, ça devient tellement facile d'analyser ce genre de discours et de se dire, finalement, ils ne sont pas si différents de moi que ça. Et si moi, j'avais besoin d'aide, j'aurais aimé que quelqu'un me tende la main. Christine ? Alors, voilà. Je ne peux que m'appuyer, en tout cas, sur ce que Adriana a dit. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'espoir, hein? Je sais ça ta question, oui. Finalement. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Alors, moi, j'ai une... alors, si je parle en termes de jeu, je suis une pessimiste optimiste ou une optimiste pessimiste, mais les deux ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que un peu comme Adriana le dit, hein, et comme je l'expliquais dans l'exemple de la rencontre des personnes du réseau, les témoins du vécu, les personnes de Molenbeek, la rencontre avec les fonctionnaires, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre que quand la sécurité, quand la peur, quand la certitude que dans la rencontre avec l'autre, je serai respectée, l'autre me respectera, et donc il y a quelque chose en commun qui peut se passer, il y a quelque chose qui se construit positivement. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus
de possible, d'ouverture et de ressources dans la collectivité humaine que nous composons, population d'ici et population d'ailleurs arrivant chez nous, que ce que le message collectif laisse croire, ou que ce que le champ médiatique laisse croire, ou que ce que le monde politique veut faire croire. Donc, des perspectives et de l'espoir, je pense qu'il y en a. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut il faut quand même que les gens qui vont vivre ces rencontres aient des ferments d'existence individuelle encore suffisamment consolidés que pour avoir la force de le réaliser. Une des choses dont j'ai peur, moi, régulièrement dans notre société, c'est qu'on est dans un appauvrissement en spirale permanent. Et c'est un appauvrissement financier, mais un appauvrissement de la force qu'on a. Parce que quand il faut, là je reviens plus sur le champ de la pauvreté, mais quand il faut consacrer son énergie à voir comment se loger, comment se nourrir, comment payer les frais scolaires, comment prendre le tram. En fait, toutes les questions dont Adriana disait, on aimerait que le gouvernement consacre beaucoup plus de temps à tout ça, que de faire un problème de l'accueil de 500 à 600 personnes qui ne devrait pas être un problème. Et donc que le gouvernement se dise mais comment je loge la population? Comment avoir un toit sur la tête décent, librement choisi, payable? Comment avoir un travail qui me respecte, qui apporte une rémunération qui me permet de vivre? Comment avoir des services publics qui font que quand je cours travailler, je peux déposer mon enfant chez une gardienne ou dans une crèche sans que ça soit à des kilomètres, que ça soit impayable, etc. etc. Donc il y a toutes ces questions-là. Et on a, ça c'est mon côté un peu inquiet, l'impression qu'il y a une espèce de renoncement politique à décider de régler ces questions-là. C'est-à-dire de consacrer l'énergie et les moyens à organiser ça d'abord. Dans le champ de la pauvreté, il y a presque... Enfin, il n'y a pas plus d'énergie politique, mais ça devient banal et de l'ordre de l'habituation d'organiser le fait que les gens ne savent plus se payer de l'alimentation par eux-mêmes. On va organiser des systèmes pour aller chercher en parallèle des colis alimentaires, aller au Resto du Cœur, etc. Les gens sont à la rue et ne savent pas trouver un logement. On va augmenter un peu les abris de nuit en hiver. On meurt plus en été quasiment qu'en hiver, il faut le savoir, parce que comme il y a moins de services au printemps, en été, les gens sont en fait beaucoup plus en danger et exposés qu'en hiver. Mais évidemment, en hiver, on a tous froid, donc on est plus touché quand on a une annonce comme ça. Mais le politique aussi réagit, cultive l'émotion et réagit à l'émotion en annonçant des mesures à ce niveau-là. Donc on a comme ça quelque chose qui, pour moi, ça est une crainte, d'une espèce de renoncement au fait de dire il n'est pas normal que la richesse d'un pays qui est sa population, et toute sa population, c'est-à-dire toute celle qui est sur le territoire, qu'elle y soit née, qu'elle y arrive, qu'elle y soit reconnue par un statut, qu'elle y passe pour un certain temps, c'est ça la richesse d'un pays et d'un territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre la renonciation au fait que sa richesse, c'est ça, et que l'organisation des systèmes doit être au service de sa richesse, c'est-à-dire que la population vive dans des conditions décentes. Alors, je vais dire un truc qui est un peu bousculant, c'est il y a peut-être un chouïa d'opportunité pour le moment. D'abord, il y a le chouïa d'opportunité qui est celui que tu expliques, les gens qui finalement ont peur, puis trouvent que c'est tellement injuste, et puis ouvrent, et puis ils n'ont plus peur pour eux, ils ont peur pour l'autre, et puis finalement ils ont peur de la police, et puis, et puis on découvre qu'on a plus à avoir peur du système que des gens qui viennent. Enfin, donc, mais ça fait partie des opportunités, j'ai envie de dire, au sens noble du terme, opportunité. Ça démontre qu'il y a une force. Donc comment est-ce qu'on s'en nourrit de cette démonstration qu'il y a une force? Et il y a une autre chose dans le champ, alors plus de l'exclusion, de la perte des droits, de l'appauvrissement, etc. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, l'appauvrissement, elle fait un peu tache d'huile. Et la classe moyenne est touchée dans ses revenus, ou bien est touchée parce que
On a un jeune qui a fait des études, qui a 25 ans, qui n'a pas de boulot directement, ben, il n'a plus droit au chômage, donc il n'y a plus rien, donc il reste à la maison. Donc on commence à se dire, tiens, c'est quand même bizarre ça. Comment ça se fait qu'il n'a droit à rien? Il est à la maison, est-ce que je le garde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, etc., etc. Et, mais c'est dramatique en même temps, parce que c'est dire qu'il faut que ça fasse un peu tache d'huile. J'ai envie de dire, peut-être dans des catégories sociales qui avant avaient peut-être une représentation quand même très négative des gens qui subissent la pauvreté en disant mais c'est quand même leur faute, c'est quand même eux, ils n'ont qu'à, ils n'avaient qu'à, ils n'ont pas trouvé de travail, ils ne se sont pas bougés assez, ils sont mal organisés, ils ne sont jamais en ordre, etc. etc. Effectivement, quand on commence à être touché dans ses propres droits en étant d'une catégorie, d'une classe moyenne où on a du boulot, etc., on commence à se dire, tiens, c'est peut-être les droits c'est peut-être la manière dont les droits sont organisés qui pose problème. C'est peut-être cet usage de nos ressources et de nos richesses qui n'est plus justement utilisé. Et donc, il y a une espèce d'espoir parce qu'il y a un champ d'alliance. Après, ce que je me dis, c'est que l'histoire devrait nous apprendre qu'on n'a pas besoin d'arriver à un drame qui s'étend plus pour se dresser ensemble pour défendre des droits essentiels et fondamentaux et basiques. Et donc voilà. Donc moi, je pense que moi, mon espoir, je ne sais pas si c'est un espoir, je retire ce mot-là, mon optimisme, parce que je suis plutôt quelqu'un d'action. Donc espoir, ça veut dire j'ai toujours l'impression que ça veut dire qu'on espère quelque chose, on attend quelque chose qui est là-bas, quoi. Non, l'action de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Moi, l'action que je fais au quotidien, c'est d'essayer de poser des actes avec ceux qui ont la force de les poser pour inverser le chemin qui est à l'œuvre maintenant et de fêter les victoires quand on en a ensemble. Essayer de créer des alliances, faire des ponts. Faire des ponts, ça ne veut pas dire se voir tout le temps. Hein. Moi, Adriana, je l'ai déjà croisée parce que je l'ai vue de loin, etc., dans une manif ou dans la rue, etc. Mais on ne s'est jamais parlé en direct, par exemple. Mais je sais bien ce que la plateforme fait. Je suis déjà passée au parc. J'ai parfois conduit des gens. Je ne suis pas hébergeuse parce que je ne sais pas quand je le ferai. Mais par contre... au réseau, par exemple, on fait des liens entre ce qui se passe à la plateforme, ce qu'on fait, ce que d'autres font ailleurs, ce que vous faites ici, et on tisse et on nourrit, etc. Je pense que ça, c'est très, très important. On va peut-être vous donner la parole à vous, puisqu'il y a des micros qui peuvent circuler, qu'il nous reste un quart d'heure. Ce serait bien d'entendre ce que vous avez éventuellement à dire, à partager. Ça peut être une opinion, ça peut être... une question en se disant qu'on n'aura probablement pas la réponse à toutes les questions, mais que parfois les questions sont plus intéressantes que les réponses. Donc voilà, on vous donne volontiers la parole. Levez la main, c'est le plus simple. Et moi, je peux vous dire qu'on ne vous voit pas bien. Il y a une question ici. On va venir avec un micro chez vous. Ayez la gentillesse de vous présenter parce que comme ça, on sait un peu à qui on a affaire. On a peur que ce soit infiltré, évidemment. Non, pas du tout. Je m'appelle Jonathan et je suis élève en première bac, donc à Elmo Sainte-Croix. Et on sera des futurs profs d'histoire, géo et sciences sociales. Mais moi, par rapport à ça, je me pose une question. Donc, je me dis, vos débats, c'est très bien, c'est utopique, mais je me demande où les ressources, on peut aller les chercher au niveau de l'argent et au niveau des gouvernements, parce qu'on se rend compte au fil des années que tous les gouvernements changent dans tous les sens. Et ils sont un peu bipolaires, nos gouvernements. Donc, une fois, on a du rouge, une fois, on a du bleu, une fois, on a de l'orange, une fois, on a des autres. Mais, ou alors, on peut aller chercher les ressources et quel gouvernement serait meilleur pour nous. Parce que, voilà quoi. On se rend compte qu'au fil de l'histoire, il n'y a pas un gouvernement qui vit durablement. Donc, voilà. En tout cas, ils ont des durées de vie légales. Parfois on les trouve trop courtes. Souvent, on les trouve trop longues ces derniers temps. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est une autre question. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir l'une ou l'autre autre intervention de la salle? Et à ce moment-là, on vous demandera de réagir, je dirais, collectivement. Ici, devant ? Moi, je réagis par rapport à la dame qui est au milieu. J'ai oublié votre nom. Christine Mailly. Voilà. Vous qui travaillez
vraiment avec la pauvreté, notamment, je pense avec la pauvreté sociale, quand même pas mal. Ma mère qui travaille là-dedans aussi. Je pense que quand même les politiques, notamment pour travailler avec les immigrés, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils travaillent d'abord. Il y a quelque chose de social à travailler sur notre société avant de pouvoir intégrer celle des autres. Si on n'est pas capable d'intégrer notre propre pauvreté, comment est-ce qu'on peut intégrer celle des autres? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Si il faut que vous expliquiez un peu, mais je pense que Christine aura des réponses à vous donner. Mais par exemple, si on n'est pas capable d'aider les familles monoparentales ou autres, où est-ce qu'on veut en venir à aider les autres? Ça n'a aucun sens. Si on n'est pas capable de soutenir notre propre société, on ne peut... notamment les étrangers, les immigrés, que je veux dire, par rapport à ton sujet. Pour moi, si on n'est pas capable d'intégrer notre propre pauvreté, je pense qu'on n'est pas capable de pouvoir aider les autres. Il faut qu'on puisse, dans notre constitution et tout le reste, pouvoir soutenir notre pauvreté pour pouvoir porter les autres. Si tout le monde est à la traîne, ou en tout cas une partie de la société à la traîne, ça ne va pas aller. Parce que tout le monde va se tirer vers le bas, tout le monde va être là en mode « ouais, mais lui, il a de l'aide et pas l'autre ». C'est déjà le cas. Oui, on est d'accord. Mais voilà, mais c'est ce que... Mais la question est vraiment très intéressante. C'est ce que je dis, c'est si on n'aide pas notre propre société et celle de base... On a bien compris votre question. On a bien compris votre question. On va demander à Adriana et à Christine de répondre, mais d'autant plus que Christine, tu avais déjà abordé en partie la question tout à l'heure en nous disant dans ton exposé qu'il y avait aujourd'hui une posture qui était très claire justement au réseau wallon, c'était de ne pas opposer les fragiles, parce que sinon c'était là que commençait justement cette scission entre les uns et les autres qui faisait qu'on ne se rencontrait plus et qu'on était dans probablement une posture qui était de méfiance ou bien de défiance vis-à-vis de ce que peut être l'autre, l'altérité dont je parlais tout à l'heure à propos de la diversité. On commence avec Christine et puis toi, Adriana, d'accord ? Ça va, et je vais peut-être essayer de lier un peu les deux réflexions, parce que, entre autres, on parlait politique, mais on parlait aussi de moyens au disiez avec quoi est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on a les moyens de faire ça. D'abord, je pense qu'on est dans des sociétés, je vais parler de la Belgique, mais on est dans un pays où, ne l'oublions pas, on continue tous les ans à produire de la richesse. Donc, tous les ans, ce pays produit plus d'argent. Tous les ans, on continue à avoir... Voilà. Et comme plein de pays dans le monde aujourd'hui, alors qu'il y a toujours plus de richesse, il y a toujours plus de pauvreté. Donc il y a une bizarrerie quand même, puisque la logique voudrait quand même que normalement, si on produit plus de richesse, il devrait y avoir moins de pauvreté. Et donc, moins de pauvreté, ça veut aussi dire plus de capacité d'accueil, parce que tout ça tient ensemble. Mais on est dans l'inverse aujourd'hui. Donc, une question qui est à se poser, alors on ne va pas ouvrir toute la discussion ici puisqu'on a un quart d'heure, c'est que devient cette richesse et comment elle est utilisée? Donc, où va-t-elle? À qui est-ce qu'elle bénéficie? Est-ce que la richesse que l'on produit bénéficie à la totalité de la collectivité ou bénéficie beaucoup plus à certains qu'à d'autres? On sait bien par toutes sortes d'analyses, je ne vais pas entrer dans les chiffres ici aujourd'hui, et c'est plein de chercheurs, d'économistes, et pas toujours des gens de gauche, aussi des économistes, des intellectuels honnêtes, voilà, qui peuvent dire qu'on voit bien qu'il y a une inégalité importante dans la répartition des richesses, et donc que ces richesses ne profitent plus à l'entièreté de la collectivité. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais un tableau, un graphique avec l'augmentation des revenus
et l'augmentation des actionnaires, donc par exemple de ceux qui investissent, vous avez un décrochage complet. C'est-à-dire que les actionnaires continuent à gagner toujours plus, quand les salaires, la courbe va vers le bas, diminue toujours. Donc on doit se demander, tiens, c'est le transfert entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas dit que c'était pas bien qu'il y ait des gens qui investissent et tout ça, mais il y a des écarts qui se creusent. Donc ce dont on nous convainc du fait que le pays est pauvre, que nous sommes pauvres, que nous avons à payer une crise, etc., on doit se questionner, s'interroger, apprendre à démonter ça. Ça fait partie du bagage, de l'outillage qu'on peut avoir pour comprendre les systèmes. Ça, c'est une chose, je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les causes qui sont à l'origine de la fuite des gens de leur pays et les causes qui sont à l'origine de la pauvreté dans nos pays, elles ne se traduisent pas de la même façon, mais leur origine est commune. La majorité des guerres dans le monde sont assez peu des guerres qui sont attisées au départ par les religions. Les religions sont instrumentalisées. La majorité des guerres qu'il y a dans le monde, c'est pour la richesse. C'est des guerres pour ce qui se trouve dans les sous-sols. C'est des guerres pour l'eau, c'est des guerres pour le pétrole, c'est des guerres pour le territoire. Donc c'est des guerres d'argent. Donc les gens qui fuient leur pays pour ne pas être tués par la guerre, évidemment, ils fuient pour ne pas ramasser une bombe sur la tête et pour essayer d'avoir un avenir. Mais l'origine de la guerre, c'est une guerre du vol des richesses d'un pays qu'un autre veut s'approprier ou qui veut marchander plus, ou sur lequel il veut se faire de l'argent. Donc c'est le vol du potentiel des richesses. Exactement comme dans nos propres pays, si on n'utilise pas les ressources produites au profit de tous, c'est la même chose. C'est dans un cercle plus étroit simplement. Je vais prendre l'exemple de Bruxelles. Bruxelles est une des régions du monde, d'Europe, je m'excuse, qui produit le plus de richesses. Mais c'est énorme, je ne saurais plus vous dire les chiffres, j'aurais dû aller les revoir. C'est gigantesque, elle est dans les toutes premières régions d'Europe à produire le plus de richesses. Et Bruxelles est la région d'Europe, vous voyez de quoi est composée l'Europe, de quels pays sont composés l'Europe, la plus pauvre d'Europe. Donc la richesse produite à Bruxelles ne revient pas aux habitants de Bruxelles. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des étrangers qui viennent, qui soient dans notre pays, etc. D'abord, l'accueil, et ça Adriana en parlera, mais le pourcentage de personnes accueillies est très faible. Moi, je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est dérisoire le pourcentage de personnes d'origine étrangère qui arrivent chez nous. Mais comme on en fait un problème très important en ayant l'air de dire qu'on ne sait pas le régler, on a l'impression que c'est gigantesque et que ça nous envahit. Donc, oui, et les premiers sont des Européens. La majorité des gens, c'est des Français, etc., qui sont chez nous. Et donc les causes sont communes. Alors, par contre, ce avec quoi je peux raisonner dans l'interpellation que vous mettez sur la table, c'est qu'à un moment donné, il y a une usure que l'on peut comprendre chez les gens qui sont en situation de pauvreté dans notre pays, à ce qu'ils soient laissés dans un état de pauvreté depuis aussi longtemps, avec une situation qui ne s'améliore pas et où ils ne voient pas de perspective. Et qui plus est, des gens qui sont blessés parce qu'on les rend responsables à titre individuel de leur situation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne dit pas... nous, au réseau, on dit ça. Mais dans la société en général, on ne dit pas c'est la politique du logement qui a un problème avec les gens. On dit les gens ont un problème pour se loger. Mais non, c'est la politique du logement qui est un problème. On ne dit pas aujourd'hui c'est l'école qui rate avec certains enfants. On dit c'est des enfants qui ratent à l'école. En fait, c'est l'école qui rate avec les enfants. On ne dit pas aujourd'hui les gens ont des trop petits revenus. On ne dit pas aujourd'hui, la politique de revenus est indécente. On dit, voilà,
Les gens, ils ont des petits revenus, doivent se débrouiller avec les revenus qu'ils ont. Donc on inverse les choses et donc on rend les gens responsables à titre individuel de l'état dans lequel ils sont. Et ça leur devient insupportable. Alors, ce côté insupportable d'être pointé du doigt en quelque sorte comme l'incapable de service qui ne sait pas s'y retrouver dans le dédale de la société, et donc tant pis pour lui, additionné au fait de ne pas voir une situation qui progresse, effectivement développe un sentiment que ce qui est utilisé pour aider l'étranger qui arrive dans le pays, c'est déjà trop, puisqu'on n'a pas assez. Mais ce n'est pas vrai, ce ne sont pas les mêmes enveloppes. C'est une politique, une conception de la politique qui doit être mise en place, et elle est possible de la mettre en place. Demain, on peut mettre hors du pays tous les réfugiés qui y sont. La situation des personnes en situation de pauvreté chez nous ne changera pas d'un iota. Elle ne changera que si on décide qu'il y a une politique du logement, une politique de l'emploi, une politique du revenu, une politique d'une école qui réussit, une politique de la santé, etc. Et si on décide que ces politiques doivent être construites sur base des ressources collectives réparties pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut plus parler en termes de... C'est le politique qui construit un espace de concurrence virtuel, en fait, qui n'est pas réel, hein, que nous, on doit briser. Et il faut combattre sur les deux champs. Il faut pouvoir faire valoir que c'est indécent. Comment est-ce que dans un pays riche comme chez nous aujourd'hui, c'est indécent d'admettre la pauvreté? La pauvreté, c'est une violence dans un pays comme le nôtre. C'est vraiment une violence. Un État qui laisse les gens dans un état d'appauvrissement tel que ça se passe aujourd'hui, c'est un scandale. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens qui vivent à la rue chez nous. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des enfants qui aient faim. Il n'y a aucune raison que des familles monoparentales ne sachent pas nouer les deux bouts. Il n'y a rien qui peut le justifier. On a tous les moyens de faire le contraire. Il faut le décider politiquement. Alors, ça participe de la réponse que vous disiez. Où est la décision politique? Quels sont les partis qui sont au pouvoir? Qui décident? C'est diversifié, donc on a des politiques de gauche, de centre, de milieu, et leurs dirigeances au sein du pays sont totalement différentes. Donc celui qui gère l'asile, celui qui gère le logement et tout ça et tout, ils ne savent jamais s'entendre et ils ne s'entendront jamais. Il y a des couleurs, il y a des valeurs derrière sociologiquement qui font qu'on ne peut pas avancer sur certains débats ou certaines choses qui font que reculer. On ne saurait jamais se mettre tous les partenaires à la table. Ça ne saurait pas être possible à un moment donné. Donc, voilà, On se demandait tout à l'heure s'il y avait des pessimistes et des optimistes dans la salle. On a trouvé un pessimiste. notre pays est divisé en deux communautés. Il y a la communauté wallonne qui... Non, il y a la région wallonne, communauté française, et du côté flamand, ils ont fusionné les deux. Mais on vous entend bien. On a bien compris ce que vous vouliez dire. On va laisser répondre Adriana, et puis après, on vous laissera discuter avec elle directement, si vous le voulez, autour d'un verre, mais on ne va pas y passer la nuit, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont aussi des familles qui voudraient rejoindre ce soir. Adriana, pour une réponse à ces deux interpellations, Oui. qui étaient vraiment très intéressantes, parce que justement, elles nous replaçaient au cœur de ce qui est, on a parlé aussi tout à l'heure finalement de l'opinion, et l'opinion elle est traduite notamment par les médias, et des phrases comme celle-là, des contextes comme ceux-là, ils sont à la une des journaux tous les jours. Donc forcément c'est aussi se battre contre une certaine rhétorique, comme disait, c'est essayer de bien montrer que si on veut on peut renverser le problème et ne pas en être victime, mais peut-être reprendre le pouvoir sur ce problème. Je commence par la première question. Je suis entièrement d'accord que c'est très décourageant de voir autant de couleurs qui passent et autant de décisions qui sont plus ou moins les mêmes. Je pense que la seule façon qu'on a aujourd'hui de pouvoir réagir à ça et inverser la tendance, c'est exactement d'être nous prêts à faire quelque chose pour le changer. Un bon exemple de cette question est le projet de loi sur les visites domiciliaires. Je ne sais pas si... j'imagine que vous avez un peu suivi. C'est un projet de loi qui a été introduit en 2014 et qui a été un peu oublié, et qui n'a pas vraiment été très
débattu au Parlement et qui a été ressorti au début de l'année, en 2018, lors de ce contexte de l'hébergement. Donc l'idée serait de pouvoir perquisitionner des hébergeurs pour arrêter les personnes sans papier qui étaient chez eux. Et donc, sachant que depuis le tout début de la plateforme, qu'au niveau fédéral, on n'a jamais rien obtenu, Theo Franken, il a fait question de le tweeter 0 €. Et donc, la seule façon qu'on avait de réagir à cette question serait de passer par les pouvoirs régionaux et locaux. Je ne suis pas belge et j'ai beaucoup de mal à comprendre le système politique belge. Mais je pense que nous avons tous, même les Belges. Même les Belges, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais du coup, on voit que, voilà, au niveau des pouvoirs locaux, on a de toutes couleurs dans tout le pays. Et donc, on a proposé à travers la plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait des hébergeurs, des bénévoles, des chauffeurs, des personnes qui participaient à cet élan de solidarité qui se retrouvaient dans toutes les communes de Belgique. Et donc, on a proposé à des citoyens au niveau local d'interpeller leurs élus locaux et leur poser la question sur ce projet de loi de visite domiciliaire jusqu'à faire approuver une motion pour ce projet de loi. Ce qui s'est terminé par 153 communes en Belgique, qui, surtout région de Bruxelles et Brabant-Wallon, qui se sont prononcées contre le projet de loi. En termes concrets, ça ne change pas grand-chose par rapport à l'approbation de ce projet de loi ou pas. Il y aurait la possibilité pour les pouvoirs locaux de décider de ne pas utiliser leur police locale dans ces perquisitions. Mais surtout, ça a démontré au niveau national que des gens étaient contre un projet de loi et pouvaient se manifester contre et interpeller leurs élus locaux pour réagir également, jusqu'à ce que le projet ait été mis de côté. Pendant cette campagne, on a rencontré des collègues qui viennent de plusieurs régions de Belgique, ont discuté avec leurs élus locaux, qui parfois étaient des copains à l'école ou des gens qu'ils avaient rencontrés, et qui leur ont dit que sur 20 ans, sur 30 ans de carrière, ils n'avaient jamais été aussi interpellés. Sur cet exemple-là, on peut voir que encore une fois, la plateforme citoyenne se veut non partisane et n'a aucune affinité avec aucun parti, mais ça reste une démarche d'urgence qui devient aussi une question politique pour nous tous. Et là, j'arrive plutôt à la deuxième question, que cette conscience, ça peut nous permettre à tous de connaître la réalité au-delà des discours politiques qui on veut nous imposer, et qui sont majoritairement des discours de division et de mettre les gens les uns contre les autres et les pauvres contre les un petit peu moins pauvres, contre les autres et contre les riches. Et finalement, on n'arrive nulle part et on n'avance rien. La petite anecdote, moi je suis portugaise, comme je disais, et au Portugal, on a eu entre 2011 et 2014, on a eu une période très dure d'austérité. On a eu des salaires qui sont descendus en chute, les impôts qui ont augmenté, les gens ont arrêté d'aller manger au restaurant, ont arrêté, les terrasses étaient vides, les cinémas étaient vides, il n'y avait plus de vie sociale, il y avait presque plus de gens dans la rue, les tout petits commerces fermaient tous, il y a des rues en Provence, des rues entières de commerces qui sont tous fermées et maintenant ce sont des rues fantômes. 4 ans plus tard, on a le gouvernement, la coalition de droite et extrême droite qui a porté ce programme d'austérité,
a perdu les élections et donc on a eu un gouvernement plutôt à gauche. Les choses marchent un peu mieux, il y a plus de débats au Parlement, il n'y a plus de majorité absolue et les choses avancent effectivement. Et là, il y a une énorme crise de l'immobilier, surtout à Lisbonne, mais aussi dans tout le pays. Les loyers ont monté mais 3 et 4 fois plus que ce qu'ils étaient il y a un an. Et tout d'un coup, l'opposition, ceux qui étaient en austérité il y a 4 ans, ont proposé à la commune de Lisbonne de mettre des logements gratuits à disposition des réfugiés. Pardon, je rigole parce que c'est quand même très étonnant venant de presque de l'extrême droite au Portugal qui propose des logements gratuits pour des réfugiés là où il y a des gens, mon frère, qui n'arrivent pas à trouver un appartement, à sortir de chez les parents parce que personne ne peut se permettre de payer un loyer. Et donc, à travers cette petite anecdote, on peut voir comme c'est dangereux de regarder bas et de ne pas voir tous les enjeux, comme Christine expliquait, tous les enjeux internationaux qui expliquent cette répartition des richesses qui n'est pas... c'est pas la faute des réfugiés si l'état social est en chute. C'est plutôt la faute de ceux qui prennent des millions par mois, pas vraiment de ceux qui voudraient juste un accueil. Et juste pour terminer... en étant un peu plus cynique que ce que je l'étais avant, si on compare la politique de la répression qui est celle de la politique migratoire actuelle, on sait qu'une place en centre fermé, ça coûte 200 € par jour, par personne, alors qu'une place en centre d'accueil, ça coûte en moyenne 36 € par jour, par personne. À ça, on doit rajouter tous les policiers qui sont mobilisés pour être au parc Maximilien et dans les parkings en train de chasser des migrants, souvent le dimanche matin, là où on est payé 3 fois plus, plus les vols des expulsions qui coûtent en moyenne entre 7 000 et 10 000 €. Donc, quand on fait les comptes, la répression, ça coûte 10 fois plus cher que l'accueil. Et on pourrait investir cet argent-là autre part. Christine, un mot de conclusion et puis on refermera. Non, c'est pas un mot de conclusion, c'est parce que, comme Adriana termine avec des chiffres, alors je ne vais pas sortir les chiffres, mais c'est exactement la même chose au niveau de la fraude sociale et de la fraude fiscale. La fraude sociale dans notre pays est dérisoire. Donc, quand on parle de la fraude sociale, pour ceux qui n'identifient pas bien de quoi on parle, ce sont des gens qui tricheraient au chômage, à la mutuelle et au CPS. C'est ça en gros. Les chiffres sont dérisoires, mais la fraude fiscale est gigantesque. Et on est dans un pays où, par contre, on paye beaucoup plus de travailleurs pour traquer la fraude sociale que pour traquer la fraude fiscale. Donc, on a un potentiel financier qui quitte notre pays ou qui va dans des poches privées de façon majoritairement tout à fait légale. Tout à fait légale. Donc là, le pouvoir politique peut agir, puisque c'est tout à fait légal. Donc on peut décider de changer des mécanismes, des dispositifs, etc. Et parfois de façon illégale, mais il y a une majorité qui est... Et donc, c'est le même mécanisme, quoi. L'argent est utilisé à l'endroit qui est choisi de façon inadéquate et qui continue à augmenter les tensions de façon importante dans la mise en concurrence entre les populations. Oui, et alors là viennent se greffer d'autres injustices parce que vous et moi, une personne pauvre, un étranger qui arriverait dans notre pays, on va devoir être face à la justice. Mais dans le cas, par exemple, de ces grandes fraudes que certains aujourd'hui veulent qu'on appelle un chat, et donc plutôt criminalité financière que fraude fiscale, criminalité financière, dans ces cas-là, aujourd'hui, le gouvernement que nous connaissons, par exemple, au niveau fédéral, instaure des tribunaux d'exception où on ne travaille qu'en anglais et où on peut transiger sur la loi du moment qu'on paye une partie au gouvernement, qui est très très loin évidemment de rapporter ce que ça aurait rapporté à la collectivité si ceux qui ont fraudé ou bien qui ont
qui se sont montrés coupables de ces crimes. Donc on est dans quelque chose qui est finalement aussi un détour de la loi auquel n'ont pas accès les plus fragiles, les plus pauvres, mais ont toujours accès ceux qui sont les plus riches et ceux qui représentent leurs propres intérêts, qui sont défendus en partie par des personnes qui ont décidé au pouvoir de pouvoir faire ce genre de choses. Peut-être une autre manière de terminer, de refermer cette réunion qui nous a rassemblés ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci à vous de nous avoir rejoints pour participer à cette rencontre. Il y a aussi quelque chose, et peut-être que ça vaut la peine qu'on le cite avant de partir, c'est de constater là où nous avons été divisés, peut-être à notre corps défendant, mais dans une certaine forme, pour encore citer le nom, d'habituation, on a oublié qu'on nous a divisés. Et donc, récemment, il y a quelques années de ça, mais c'est assez proche, les métallos, le syndicat métallurgiste de la SVTB s'est rendu compte que finalement, les syndicats n'arrivaient plus à mobiliser suffisamment de personnes dans la rue pour que ça fasse encore changer les choses. Si, il y a des manifestations, on a entre 50 et 70 000 personnes. Le gouvernement dit, ou bien certains décideurs nous disent, on vous a entendu, les médias relaient, et puis rien ne change, les choses se perpétuent, et les problèmes ne sont pas véritablement ni arrangés, on ne leur trouve pas forcément de solution. Et donc, un collectif s'est mis en place, qui s'est baptisé Acteurs des temps présents, à l'initiative de ces métallos, qui ont dit, il faut aller finalement travailler avec ceux qui sont dans les mêmes problèmes que nous, mais dans leur secteur. Et donc, ils sont allés à la rencontre des agriculteurs, à la rencontre des comédiens, des artistes, des acteurs, et à la rencontre d'autres membres de la société civile qui sont aussi aujourd'hui dans des crises finalement de fragilité qui leur sont imposées depuis trop longtemps, et c'est ce que disait Christine, c'est insupportable, pour dire rassemblons-nous. Et c'est au moment de ce rassemblement que les acteurs des temps présents, comme ils se sont baptisés, se sont rendus compte que finalement ils connaissaient très peu les autres. Donc ils ont notamment organisé des marches qui partaient d'un endroit pour aller, par exemple, rencontrer quelqu'un qui fait dans une ferme qui ne s'en sort plus, aller rencontrer d'anciens sidérurgistes, aller rencontrer des acteurs dans un théâtre. Ça se faisait à Liège d'ailleurs, on ne va pas le citer, mais c'était pas loin d'ici, pour se rendre compte que finalement on nous a divisés entre nous, et qu'on s'est habitué à cette division et qu'on s'est habitué à ne pas se connaître. Peut-être que le premier mouvement à faire, c'est celui vers ceux qui sont nos plus proches, nos voisins, quels qu'ils soient, et puis les gens qu'on rencontre régulièrement, et puis repartir de là pour aller à la rencontre des autres qui sont peut-être un petit peu plus loin dans notre tête, mais finalement pas si loin que ça de l'humanité que nous représentons. Ça, c'est peut-être le petit devoir que nous allons devoir nous imposer en quittant cette rencontre. Est-ce que vous voulez encore dire un mot de conclusion ? Vous avez le micro ? Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et d'avoir participé à ce rendez-vous. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. C'était pas un exercice facile, mais je pense que vous avez relevé l'essentiel. Donc nous, ce qu'on avait vraiment envie de vous faire passer comme message, c'est tout ce qui a un peu été traité ce soir, c'est le fait que plutôt que de vivre dans la division, dans les différences qui peuvent nous séparer, c'est justement de plutôt trouver ce qu'on a en commun. Ici, on a évoqué pas mal de combats qui se rejoignent finalement beaucoup. Et sur le fait que quand on va vers cette différence et qu'on la surpasse, on va vers un mieux. Et donc, c'est peut-être le côté optimiste qu'on peut retenir de ce soir. Et c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer. Il y a un bar derrière nous, donc si vous voulez un petit peu poursuivre la soirée, voilà, vous pouvez rester encore un petit peu. Et merci beaucoup à nos trois intervenants pour le temps qu'ils nous ont accordé.